Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Avant de commencer, juste vous dire que, là en ce moment, dehors, en avant de chez nous, il y a de la construction, c'est fatigant. Peut-être qu'on va l'entendre au micro, je suis vraiment désolé. En tout cas, nous, on l'entendait, ça nous a gossé un petit peu, mais Normand, professionnel, faites comme si de rien n'était, mais bon, peut-être ça va vous gosser. Fait que je suis vraiment désolé pour ça, si c'est le cas. Donc, je viens de le dire, je reçois Normand Baillargeon cette semaine. Vraiment content de le recevoir parce que moi, quand j'ai commencé ce podcast-là, je me suis fait une liste là, d'invités de rêve pour moi. Puis Normand, c'était pas mal dans le top 5, je dirais. Et je trouvais ça intéressant de l'inviter aussi parce que souvent, on me dit dans les commentaires, on m'envoie des messages des fois, ça serait le fun, t'invites des gens qui sont pas d'accord avec toi, tu sais, que tu penses pas comme eux autres. Bon, je trouve que c'est une question un peu bizarre des fois de me dire ça parce que je suis pas d'accord avec tous les invités. Puis je comprends ce que les gens veulent dire, mais moi, c'est important pour moi d'avoir un certain respect pour la pensée de l'autre personne. Et Normand, c'est un gars pour qui j'ai un respect immense. Il y a certains sujets sur lesquels je suis pas nécessairement d'accord avec lui, mais je fais confiance en fait. Je pense qu'on peut avoir un dialogue, on peut se comprendre. Puis effectivement, sur les sujets, sur la laïcité, également sur la censure sur les campus universitaires, j'étais content d'y parler de ça parce que ça éclairci une couple de trucs pour moi que j'avais remarqué sur... il partage souvent les affaires par rapport à ça. C'est deux sujets qui j'allais dire qui l'obsèdent, mais qui l'intéressent en fait. C'est vraiment intéressant pour ça. On n'est pas d'accord sur tout, mais on échange, on discute et je pense que c'est important en ce moment. On va en parler beaucoup pendant le podcast, mais on dirait que le débat, en ce moment, on est dans le clivage, puis on est dans les extrêmes. Tout le temps, on est dans les insultes, dans la diffamation, dans les sophismes, dans les injures. Et là, c'est civilisé, on se jase, on est relax. Fait que je pense que c'était constructif. Avant d'aller voir ça, je vous rappelle que j'ai mon Patreon. Si vous voulez encourager ce podcast-là, si vous voulez encourager ce genre de contenu-là, si vous trouvez que c'est important, que c'est essentiel et constructif, ce genre de podcast-là, encouragez-le, c'est important. C'est pas... moi, ça me permet pas de vivre de ça, là, mais ça envoie une espèce d'appui à ce projet-là, puis je l'apprécie énormément. Sinon, je vous rappelle, je suis toujours en tournée avec mon spectacle Du cœur au ventre. Je suis un peu partout à travers le Québec. Et on s'en va écouter Normand Baillargeon. Let's go! Normand Baillargeon, bienvenue à mon podcast. Guillaume Wagner, merci de l'accueil. Merci d'avoir accepté parce que moi, quand j'ai parti ce podcast-là, vous étiez pas mal dans les premiers noms des invités de rêve que j'avais parce que vous avez... on va se tutoyer, en fait. Moi, je suis pas très bon avec ça. Quand on me demande de tutoyer, je fais l'inverse. Là, fait que... Mais bon, on se tutoie. J'ai ton livre sur le cours de la d'autodéfense intellectuelle. Ça a été le premier livre qui a pas mal formé ma pensée critique, qui m'a allumé sur beaucoup de en fait, la manière de voir les choses, de traiter l'actualité, d'essayer de développer justement sa pensée critique. Comment c'est né ce livre-là? Moi, je suis depuis très longtemps un grand lecteur de littérature sceptique, qu'on appelle, tu vois. Alors, je me rappelle, par exemple, qu'en 1995, j'étais en France, puis j'avais tenu à aller rencontrer Henri Brock, qui est un des grands sceptiques français, un physicien qui développait la pensée critique, le scepticisme en France, qui avait écrit un livre que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Le Paranormal. C'est une critique du paranormal. J'avais beaucoup aimé Henri Brock et son œuvre, mais je suivais aussi, tu vois, depuis très, très longtemps, des gens qui sont des héros intellectuels pour moi, comme Martin Gardner. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, ce nom-là. Non, je ne connais pas. Martin Gardner, il est mort à 94 ans, je pense, il y a une dizaine d'années. C'est quelqu'un qui a vécu très, très longtemps. C'est un philosophe. C'est un des créateurs du mouvement sceptique contemporain. Ce qu'on appelle le scepticisme aujourd'hui, le scepticisme scientifique, si tu veux. Là. Martin Gardner est un des messieurs qui l'a fondé. C'était un philosophe, c'était un journaliste, c'était un magicien. Ah oui, un homme fasciné par la magie qui publiait des livres sur la magie. Qui contrôlait comment manipuler l'œil, manipuler mais tu sais que c'est important pour la pensée critique et sceptique, la connaissance de la magie. Ouais. Une chose qui m'a beaucoup marqué, moi aussi, là-dessus, moi, je m'intéresse à la magie. Je suis très malhabile, je suis incapable d'en faire. Mais je sais comment ça marche, puis je comprends les trucs. Et tu vois, par exemple, dans les années 1920 peut-être, après la Première Guerre mondiale, tu vois, il
il y a eu un grand mouvement spiritiste qu'on a appelé. Oui. C'était des gens qui pensaient qu'ils étaient capables de communiquer avec les morts, tu vois. Et comme il y avait eu... Mais qui étaient des charlatans, qui étaient effectivement des charlatans, mais tu comprends qu'il y avait un engouement très grand pour ça, d'autant qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu des enfants pendant la Première Guerre mondiale. Alors, l'idée de reprendre contact avec ces gens-là par-delà la mort était une idée extrêmement fascinante. Et ce mouvement-là s'est déployé partout dans le monde, aux États-Unis notamment, mais en Europe aussi, avec une force extraordinaire. Il y avait des gens de tous les milieux, de toutes les tendances, de toutes les scolarités qui s'intéressaient à ça et qui croyaient au spiritisme. Mais parmi ceux qui ont réussi, en anglais on dit débunker, qui ont réussi à démontrer que c'était faux, il y avait Houdini, le magicien, tu vois, parce que lui, il connaissait les trucs qu'utilisait. Et en ce moment, dans le mouvement sceptique aussi, il y a un monsieur qui est très important, qui est un magicien, qui s'appelle James Randi. Okay. Et Randi est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des scientifiques pour démonter les fraudes que des gens mettent sur pied, là, sur toutes sortes de domaines, y compris dans des laboratoires. Tu comprends? Dans des laboratoires où des gens font croire qu'ils ont des pouvoirs paranormaux, des scientifiques deviennent extrêmement utiles pour débunker ça. Mais il y en a encore beaucoup de ça. Il y a encore beaucoup de gens qui croient à ça. Communiquer avec les morts. Il y a eu des émissions là-dessus. Il y en a encore, en fait. C'est intéressant, d'ailleurs, d'essayer de comprendre pourquoi. Il y a plusieurs aspects intéressants à ça. L'un d'entre eux, c'est voyons voir si on n'est pas en train de se faire leurrer, se faire tromper. Là, les magiciens sont extrêmement utiles. Randy, Garner et d'autres, dont Houdini, que j'ai pris comme exemple. Mais il y a aussi la question psychologique de savoir pourquoi on est si attiré par ça, tu vois. Alors, des fois, la réponse peut être assez évidente. Des fois, c'est plus complexe. Mais c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui motive des gens à croire ça. Qu'est-ce qui nous rend crédules à ce point-là. En fait, je me demandais, ce type de charlatan-là, des fois, j'ai l'impression qu'eux-mêmes viennent à croire à leur pouvoir. C'est très possible. C'est complexe, mais c'est très possible. Il y en a qui sont consciemment des charlatans, puis il y en a aussi qui se laissent convaincre par l'ensemble de l'événement, là, par le fait qu'ils semblent avoir des pouvoirs, le fait que des gens y croient. Peut-être qu'on se laisse emporter par ce mouvement-là. Oui. Parce que les techniques, je pense qu'en anglais, on appelle ça le cold reading. Oui, effectivement. C'est des techniques lecture qui peut-être... lecture à froid en français, c'est ça. Ça peut être des techniques qui peuvent nous venir naturellement, puis peut-être qu'on se rend pas compte qu'on est en train d'utiliser des techniques. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ont des pouvoirs parce que inconsciemment ils ont recours à ces stratégies-là. Ouais. Alors ça fonctionne, ça. Ça fonctionne. Oui, voilà. Un peu malgré moi, je me rends compte que j'ai un pouvoir paranormal. Ouais. Mais en fait, ce que la personne fait, on est capable de le démonter. C'est utiliser des stratégies de lecture à froid, qui font qu'on est capable de décoder des signaux imprécis que nous envoient involontairement les gens par le langage, par les gestes, par la posture. Ouais. Est-ce que, j'imagine que non, là, mais on n'a jamais démontré que quiconque avait des pouvoirs sur quoi que ce soit. Je sais que les sceptiques aussi offrent des sommes d'argent à quelqu'un qui va pouvoir leur prouver. James Randi fait ça, il offre des fortunes. Je ne vais pas donner le chiffre parce que ça a évolué au fil des ans, mais quand le mouvement sceptique américain moderne a été créé, là, Martin Gardner, dont je parlais tout à l'heure, et James Randi étaient parmi les fondateurs de ce mouvement-là, et ils ont tout de suite mis sur pied un prix disant que si les gens avaient des prétentions de posséder un pouvoir paranormal, ils avaient qu'à se présenter là, on conviendrait d'une manière de les tester, et s'ils réussissent le test, le montant leur serait donné. Okay. Il y a un équivalent québécois, les sceptiques du Québec, qui font la même chose. OK. Hey, on s'excuse d'ailleurs à ceux qui écoutent, il y a des travaux dehors, c'est Montréal, c'est la réalité, on est vraiment désolé. Je ne sais pas si vous l'entendez au micro, mais bon, nous on l'entend, ça peut être agaçant un peu, mais vraiment désolé de ça. Donc c'est ça, tu t'es intéressé au mouvement sceptique. Oui, depuis très très longtemps, c'est ça. Puis là, encore maintenant, si je suis abonné à des revues, là, je peux les nommer Skeptics, Skeptical Inquirer, AFIS, la revue de l'Association française pour l'information scientifique. Donc, il y a des revues, puis Québec Sceptique, au Québec, on publie Québec Sceptique. Alors, c'est des revues extrêmement intéressantes parce qu'ils suivent l'actualité dans une perspective critique et sceptique. Puis ça t'a donné envie d'écrire un livre, une espèce de guide pour les gens. Est-ce que ça existe, ça, ou tu as été le premier à écrire ce genre de truc-là? Écoute, en anglais, il y a des équivalents, il y a des choses qui se font, mais en français, il n'y en avait pas. Il n'existait pas de livre de cette manière-là. Et c'est assez spécial comment ça s'est fait, ce livre-là, tu sais, parce que dans les années, on est en quelle année peut-être? On est en 1997, 98. Ça fait longtemps, OK. Non, mais je travaille à l'UQAM avec le service aux collectivités de l'UQAM. Et on est en train de travailler avec les groupes communautaires pour faire des formations à la citoyenneté. Tu comprends? Alors, on veut insuffler dans le mouvement communautaire. On est plusieurs profs sociaux, moi, d'autres, à travailler avec des groupes communautaires à leur demande, avec le service aux collectivités de l'UQAM, pour faire de la formation à la citoyenneté dans les groupes communautaires. Okay. Et moi, j'ai proposé, dans le cadre de ce projet-là, de faire une formation à la pensée critique, parce que je trouvais ça intéressant. Le livre est né de cette manière-là. OK.
Il est né dans le but de fournir aux gens des outils de pensée critique. Ouais. Et c'est Charles qui avait fait les illustrations. Tout à fait. Charles qui est décédé à l'attentat de Charlie Hebdo il y a quelques années. Est-ce que tu connaissais personnellement ou on a envoyé le contrat? Non, on s'était rencontrés. J'avais été invité par Charlie Hebdo à une année où il y avait eu le Salon du livre de Paris qui avait consacré un événement au Québec. Alors, j'avais été invité par l'équipe de Charlie Hebdo, donc j'étais très proche, donc je suis resté très proche. Okay. À aller là, j'avais rencontré Charles à ce moment-là. On s'était croisés parce qu'il était venu illustrer une conférence que je donnais. Puis ça, c'est assez amusant, je trouve. Il illustre une conférence que je donne. Mais moi, je donne ma conférence et je ne fais pas très attention à Charles qui est devant moi. Mais lui, avec un rétroprojecteur, envoie des images. Il dessine live pendant que je parle. Et il envoie des images derrière moi. Tu vois. Et à un moment donné, je suis en train de parler du fait qu'on vit dans un monde où tout est commercialisé, où la culture est devenue, c'est le sujet de l'exposé, tu vois. Puis à un moment donné, pendant que je parle très sérieusement de cette question-là, tout le monde éclate de rire. Tu sais. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, je regarde derrière moi, puis il a dessiné un homme d'affaires en train de dire « On a essayé de vendre l'accent québécois, mais on n'a pas réussi. » Il riait de toi pendant que tu jasais. Et donc, c'est ça, il illustrait avec des blagues mon propos. On est devenus à ce moment-là amis. Ah ouais, OK. Il est venu chez moi, il est venu au Québec, il a habité chez moi pendant... Ah ouais, OK. Fait que tu as dû prendre ça vraiment difficilement, là, tout ça. Puis quand il est parti, je lui ai donné le manuscrit du petit cours. J'ai dit, si ça te tente de faire des dessins là-dessus, fais-le. Puis il l'a fait, puis voilà. OK, fait que c'est un ami personnel. Fait que, oui. Fait que ça a dû être difficile là, quand sa mort a été très dure. Pas que lui, comme tu sais, hein, il y a 10 personnes qui sont mortes en même temps. Il y a quelques jours à peine, une semaine ou deux à peine, là, j'ai participé à un événement avec sa compagne qui s'appelle Marika, qui était passable au Québec, tu sais, pour... parler de Charles, puis faire une lecture, parce qu'au Festival d'Avignon, de mémoire, le dernier livre de Charles a été mis en scène par un comédien. Marika était ici, je l'ai revue à ce moment-là aussi, puis elle ne peut pas aller s'acheter du pain à Paris sans être accompagnée par des gars. Ah ouais, encore aujourd'hui? Et toute l'équipe de Charlie Hebdo vit cachée, là. Ah oui, ça, je ne savais pas. Non, je savais pas qu'encore aujourd'hui, je pensais qu'à l'époque... c'est terrifiant, l'équipe de Charlie Hebdo vit sous haute protection policière. Est-ce qu'ils reçoivent encore des menaces? Ou évidemment, c'est pour ça qu'ils sont sous protection policière, puis qu'ils sont cachés, puis... Moi, quand j'ai été à Paris la dernière fois, j'aurais aimé les voir, mais c'était pas possible. Ah, c'était pas possible du tout? OK. La vie n'est pas simple pour eux. Là. Mon Dieu, OK, mais je savais pas qu'encore aujourd'hui, ça commence à faire longtemps, là. Okay. Ça fait 4 ans, oui. Ouais, je pense qu'on a tiré des leçons de ça. Est-ce qu'on a appris de ça? J'ai l'impression qu'on a comme... il y a eu un gros mouvement sur le coup, puis un gros mouvement de solidarité, puis on dirait qu'on a un peu oublié. Sur le coup, il y a eu « Je suis Charlie ». Ouais. Mais être Charlie, ça veut dire défendre sérieusement la liberté d'expression. Hein? Je pense qu'il y a des dérapages inquiétants à ce niveau-là en ce moment. Ouais. On va faire un peu ton background. C'est pas tout le monde qui te connaît, Normand. En fait, c'est quoi ta formation? Tu t'enseignes la philosophie? J'ai enseigné toute ma vie la philosophie, puis la philosophie de l'éducation. J'ai une formation, tu vois, c'est amusant que tu soulignes ça, parce que quelqu'un qui a été bien important dans ma formation intellectuelle a 100 ans cette année. 100 ans? Oui, et je viens de participer à un livre en hommage à lui. C'est quoi son nom? C'est un Argentin, il s'appelle Mario Bunge, B-U-N-G-E. Et c'est un monsieur, tu vois, qui, lui, pour aller vite, là, c'est un monsieur qui a fait un doctorat en physique, et après ça, il a fait un doctorat en philosophie pour faire de la philosophie de la physique. OK. Et il a 100 ans maintenant, il a publié une œuvre archi imposante, puis je viens de signer un article dans le livre en hommage à lui pour ses 100 ans. Je fais ça avec un astrophysicien qui s'appelle Jean-René Roy de Québec. Toujours est-il que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais fait une maîtrise en philo, puis je voulais faire un doctorat en philosophie sur les modèles mathématiques des sciences sociales. Ouais, t'es un fan de mathématiques. Ouais. Je voulais faire ça. Je suis allé voir Mario Bunge à McGill, puis je lui ai dit, je veux faire un doctorat en philo sur ça. Et il m'avait dit, tu peux pas faire un doctorat sur les sciences sociales en philo si tu n'as pas d'abord un doctorat en sciences sociales. OK. Alors, j'avais dit, en quelle science sociale? Ce n'est pas très important, parce que toi, tu vas faire la philosophie de ça après, mais il faut que tu ailles goûter à ce que ça veut dire, faire de la recherche. Et moi, j'étais enseignant alors, puis j'ai proposé de faire un doctorat en éducation. C'était comme un doctorat préalable à mon doctorat en philo. Mais c'était un peu comme ça? C'était préalable, pour arriver pour connaître le domaine. Okay. Puis j'ai fait donc un doctorat en éducation, puis après ça, j'ai fait un doctorat en philo. OK. Mais moi, j'ai appris, je n'étais pas au courant de ça, tu as grandi une partie de ton enfance en Afrique. Oui, une bonne partie de ma vie en Afrique. Une bonne partie de quel âge à quel âge? De 62 à 71, en gros. Là, OK. Je suis revenu au Québec, j'avais 13 ans, tu vois. OK, à 13 ans. Oui, et j'avais donc fait mes études en Afrique, Cameroun, Sénégal. Mais mon père, ma mère faisaient partie de la première batch de familles envoyées en Afrique par l'ACDI. Okay. L'ACDI a été créé en 62, je crois.
Et on a fait partie des familles envoyées, les premières familles envoyées par l'ACDI en Afrique. On est allé au Cameroun. Il y a quelques années, j'ai appris pourquoi on avait été au Cameroun. Imagine donc qu'il y a un monsieur qui avait écrit un livre sur la coopération internationale. Il avait passé toute sa vie là-dedans. Il écrit un livre, il l'envoie aux éditeurs pour voir s'ils veulent le publier. Et quand la réponse arrive, le monsieur est décédé. Okay. Et donc, il s'appelle Jacques Claessens. Et son livre est donc accepté. Et son épouse m'a demandé de faire la préface du livre, ce que j'ai fait. Le livre s'appelle « Qui a dit que nous avions besoin de vous? » Okay. C'est un livre assez intéressant et même très intéressant. Mais quand j'ai rencontré cette dame-là, elle m'a expliqué pourquoi on est allé au Cameroun. À l'ONU, les pays sont classés en ordre alphabétique. Cameroun, Canada sont côte à côte. Le représentant du Cameroun dit au représentant du Canada, vous venez de faire l'ACDI, vous devriez venir au Cameroun. On s'en va au Cameroun. C'est vrai que c'est un beau hasard quand même. Donc, moi, ça a été Cameroun, puis ensuite Sénégal. OK. Puis quand je suis revenu au Québec, donc en 71, à 13 ans, écoute, je ne parle plus du tout Wolof, puis ma connaissance n'était pas parfaite, mais je connaissais le Wolof. Tu sais, je pouvais parler en Wolof, tu sais, je pouvais avoir des échanges. Quand je rencontre Boucardio, je suis encore capable de le saluer en Wolof. OK. Nangadef, Mangefirek. Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite encore? Est-ce que l'Afrique t'a marqué profondément? Ça a été extrêmement important pour moi. Ouais. Extrêmement important. Parce que c'est une autre manière de voir le monde, j'imagine. C'est une autre époque. C'est une autre... C'est les années 60, début des années 70. L'Afrique, c'est un autre monde. Moi, j'ai été très sensibilisé très vite. Je suis devenu antiraciste très jeune. Ah ouais, t'as vu ça de près, j'imagine? Oui, mais mes amis étaient noirs, mais je vivais avec eux, tu sais, je voyais ce que c'était. Donc ça a compté beaucoup pour moi. Ça a été aussi... Je déteste la météo québécoise, tu comprends? Je comprends. J'ai vu la neige pour la première fois à 13 ans. Tu sais, ma mère, elle en parle encore de ma réaction de stupéfaction. Tu sais, qu'est-ce que c'est que ça? Puis combien de temps ça dure? 5 mois? Ah non. Quand ça finit, cette affaire-là? C'est ça. Je suis encore resté africain de ce point de vue-là. Là. Ça m'a marqué aussi parce que c'était le système français d'éducation. Puis moi, j'ai été formé jusqu'en l'équivalent de secondaire. Un système un peu plus strict, j'imagine. C'est un système qui était assez rigoureux, oui, c'est ça. C'est le système français créé en France au début du 20e siècle, si tu veux, qui est encore en place là avec une école extrêmement stricte et rigoureuse et de transmission de savoirs jugés fondamentaux. Oui, qu'on a perdu un peu. Mais quand même, en tant qu'occidentaux, on a une vision de l'Afrique peut-être un peu caricaturale, un peu vision mondiale à la limite. C'est quoi la réalité d'habiter Ce qu'il faut dire, c'est que ça a beaucoup changé depuis le moment où j'y étais. L'Afrique a beaucoup changé. La réalité que le Cameroun. Moi, la réalité que j'ai vécue, je me tenais beaucoup... Tu sais, j'étais à l'école secondaire où j'allais. Je te donner un exemple, là, à Saint-Louis. J'habite Saint-Louis, au Sénégal. Je traverse le pont qui s'appelle Faidherbe. C'est un conquérant français qui donne le nom au pont. Tu sais. Et quand j'arrive au lycée, il s'appelle le lycée Charles de Gaulle. Tu comprends? La présence du colonialisme est encore très forte. Tu sais. Et moi, je ne suis pas français. Il y a quelques Français dans le lycée qui a peut-être 1000 élèves, je ne sais pas. Je suis le seul Canadien, tu sais, comme on disait à l'époque. Oui, et puis il y a quelques Français qui sont blancs. Mais moi, je me sens très proche des Noirs, tu sais, très proche mais en même temps, je vis ça comme un enfant, tu sais, j'ai 11 ans, 12 ans, tu sais, je ne vis pas comme un adulte, tu comprends? Mais je suis proche d'eux, tu sais, je partage leurs choses. Mais en même temps, je sais bien, par exemple, que je ne vis pas la même vie qu'eux. Je ne vis pas dans le même milieu qu'eux, je ne vis pas la même condition économique Pas les mêmes quartiers, j'imagine? Si, quand même, on partage un peu, mais c'est pas exactement la même chose, tu comprends? Mes amis africains se moquent de moi parce que je ne suis pas capable de marcher pieds nus. Ah ouais? Tu vois, c'est un exemple qu'enfant on vit. Là, eux, ils marchent pieds nus. Moi, j'ai les pieds trop sensibles pour marcher pieds nus. Ça les fait rigoler. Ils vont m'appeler le petit blanc. Là. Mais est-ce qu'il y avait-tu du racisme entre les blancs et les noirs enfants? Écoute, c'est terrifiant à dire, mais entre les enfants, non. Je pense qu'il n'y avait pas ce racisme-là. Mais entre certains blancs et certains noirs, oui. Puis d'une certaine manière aussi entre certains noirs et d'autres noirs, tu comprends? Ah ouais, okay. Les noirs qui font partie de l'élite intellectuelle ou culturelle. Okay. Donc tout ça est complexe. Il ne faut pas réduire ça à des schémas trop... Mais c'est une réalité complexe, une réalité postcoloniale. Tu sais, les pays africains ont leur indépendance dans les années 60, au début ou au milieu des années 60. Tu sais, et donc, quand on arrive là, nous, c'est tout de suite après la décolonisation. Donc, il y a encore une forte présence française qui est là, dans les bâtiments, dans les ponts. J'ai nommé des exemples tout à l'heure.
Donc, il y a une très forte présence française. C'est fou à quel point les Occidentaux ont pillé ce continent-là. Oui, c'est une des horreurs de l'histoire, le commerce triangulaire qu'on appelle, là, où on va chercher des esclaves en Afrique, on les amène en Amérique, on a des richesses, on revient les ramener en Europe et on part en Afrique. Ça, c'est une catastrophe. Oui, on a bâti un peu la richesse. C'est une bonne partie de la richesse occidentale a été construite sur l'exploitation de l'Afrique, entre autres. Oui, c'est épouvantable. Donc, toi, quand t'es arrivé, t'es revenu au Québec, j'imagine qu'il y a eu un choc. C'est-tu un choc négatif ou positif? Écoute, honnêtement, ça a été un choc culturel, d'une certaine manière, parce que là, ici, là, je me rappelle, j'étais étonné des maisons. On revenait parfois l'été, mais c'était jamais la même chose. Okay. Mais là, je vivais ici, je voyais les bâtiments, les gens, la vitesse. J'étais fasciné par la vitesse à laquelle les choses allaient ici. Je trouvais l'école très particulière, très différente de ce que j'avais connu. Hein? Oui, c'était les polyvalentes des débuts des années 70, là. Et... c'est encore les mêmes polyvalents. Oui, mais encore le même look. Ouais, peut-être, ouais. Mais le contenu aussi de l'école, la manière d'enseigner, parce que moi, j'avais été habitué à une chose assez différente. C'est une école beaucoup plus stricte, beaucoup plus centrée sur les contenus, beaucoup plus exigeante aussi, je peux dire. Ouais. Alors ici, il me semblait qu'il y avait beaucoup de laxisme, de laisser-aller dans l'école. J'étais un peu déçu de tout ça. J'étais fasciné aussi, tu me rappelles. Écoute, moi, je viens d'Afrique, tu comprends? Et, par exemple, à un moment donné, quand Pont-Fédère, dont je te parlais tantôt, à Saint-Louis, là, il y a un lampadaire devant chez nous, tu comprends? Bien, j'ai un de mes bons amis là, qui va souvent étudier là parce qu'il n'y a pas d'électricité chez lui. Okay. Alors, le soir, il doit travailler, tu comprends? Tu as un lampadaire. Un lampadaire sur la rue, tu comprends? Et je vois ça. Et il y a chez ces Africains-là une volonté d'apprendre comme étant quelque chose d'essentiel, un profond respect pour la culture, pour le savoir, pour les livres, tu vois. Ouais. Et quand je reviens, je n'aimerais pas la polyvalente, je vois des gens déchirer des livres, tu comprends? Oui, je l'ai vécu aussi. Là. Je vois des gens, c'est un souvenir d'enfant, là, j'ai 13 ans, tu vois. Il y a dans l'école où je suis, des haut-parleurs dans les classes par lesquels l'administration ou les gens peuvent s'adresser à nous. Il y a des gens qui arrachent ça. Alors moi, je viens d'un milieu où l'école est extrêmement pauvre. Tout est à préserver et à respecter. Ici, il y a comme une surabondance et un manque de respect, de compréhension de ce que ça signifie. J'imagine que ça vient avec le confort, avec les privilèges. Effectivement. J'imagine qu'en Afrique, c'est assez clair que c'est un privilège, pouvoir étudier, pouvoir apprendre des choses, c'est plus rare. Ici, on dirait que c'est gratuit de toute manière. Quand je suis rentré au secondaire, moi, c'était au Sénégal, ça. Ça s'appelait l'entrée en 6e, parce que les autres, leur système, ils commencent en 12e, puis ils remontent, puis quand tu termines ton secondaire, tu es en terminale après avoir fait ta première. Donc, c'est l'inverse. Mais quand je suis rentré en 6e, c'est un grand concours. Il y a un concours d'entrée en 6e. Ah ouais? Oui. Puis là, il y a des centaines de personnes qui se présentent, puis ils en prennent ça. Alors, tu passes pendant 2 jours des examens, c'est le concours d'entrée en 6e. Alors, quand tu es accepté au secondaire, c'est un extraordinaire privilège, tu comprends? De pouvoir aller à l'école. Et mes amis, il y en a qui marchent des kilomètres à pied pour venir à l'école le matin. Tu comprends? Ils ont eu le privilège d'être acceptés. Tandis qu'ici, on essaie de retenir les gens qui n'ont pas, sont pas nécessairement intéressés. Disons qu'on n'a pas la même conception du décrochage scolaire. Mais c'est surprenant en même temps que tu as voulu te lancer en éducation quand tu as eu... Est-ce que, vu que tu as vécu ce choc-là, tu as vu ce manque de respect-là, tu as eu envie de redonner un petit peu de respect? Je viens d'une famille d'éducateurs. Moi, dans ma famille, beaucoup de gens, mon père enseignait, mes oncles, mes tantes enseignaient. Donc, j'ai toujours voulu enseigner. Moi, j'ai toujours une... Tu sais, hein, c'est une des grandes passions de ma vie, l'éducation. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit. Puis pour moi, c'est la clé du changement social, c'est l'éducation. Donc, j'accorde une importance extraordinaire à l'éducation. S'il y a une cause que je devais privilégier par-dessus toutes les autres, ça serait l'éducation. Est-ce que tu penses qu'on prend ça au sérieux, l'éducation au Québec? Je veux dire, c'est une question assez large, puis est un peu dirigée aussi, là, mais... Mais il y a des signes encourageants qu'on prend l'éducation au sérieux. Il y a des signes moins encourageants. Mais je pense que, globalement, on a de l'intérêt pour l'éducation. On en a eu longtemps. Tu comprends? La réforme parents, c'est il n'y a pas si longtemps que ça chez nous. Hein? Ça date début des années 60. Hein? La commission parents est formée au début des années 60, remet son rapport jusqu'en 65 ou 66. Puis avec ça, il faut se rappeler de ces choses-là, c'est important. Avec ça, on a créé les polyvalentes, on a créé les cégeps, on a créé le réseau de l'Université du Québec. Donc, on a réussi tout ça, et ça fait pas si longtemps que ça a été mis sur pied. Et on a encore du chemin à faire, mais je trouve que c'est important de se rappeler de nos bons coups.
Est-ce qu'on aurait besoin de nouvelles réformes, justement? Ou, je sais que le mot réforme, là, maintenant, ça sonne pas nécessairement avec quelque chose de positif, là, mais est-ce qu'on aurait besoin de réformer un peu tout ça, d'apprendre de nos erreurs? Tu vois, moi, j'ai une position là-dessus qui fait pas nécessairement l'unanimité, mais moi, j'étais un critique de la réforme de l'éducation qui s'est mise en place dans les années 90, parce que je soutenais, et je maintiens encore, et je pense que les faits, les analyses m'ont donné raison là-dessus, tu sais, qu'elle n'était pas fondée sur ce qu'on appelle des données probantes. Là-dessus, ce qu'on veut dire, c'est des données solides. C'est on ne tenait pas compte de ce que la recherche nous enseignait sur les meilleurs moyens d'apprendre, les meilleures stratégies pédagogiques, la façon de dispenser les contenus. La réforme n'a pas été un succès. En résumé, c'était quoi cette réforme-là? Écoute, c'est une réforme qui était centrée sur l'idée de compétence plutôt que sur l'idée de transmission de connaissances. Okay, Et ça, tu vois, il y a une espèce de renversement troublant ici qui s'est produit. Tu sais. Tout le monde veut être compétent. On veut un médecin compétent, on veut un mathématicien compétent, on veut un professeur compétent, on vise la compétence. Mais il se trouve que si on doit enseigner pour les compétences, ça ne veut pas dire qu'on doit enseigner par les compétences. Et là, c'est l'erreur qu'on a fait à ce niveau-là. On a voulu enseigner par les compétences, alors qu'il fallait d'abord enseigner des connaissances. On a mis la charrue des compétences au mauvais endroit, tu comprends? Avant les bœufs de la connaissance. J'espère que je l'ai dit correctement. Oui. mais donc, c'est ça. Puis surtout, il y avait une espèce d'illusion cognitive là-dedans qui s'appelait les compétences transversales. Oui, bon, ça... L'idée qu'il y avait des compétences génériques qu'on pouvait appliquer partout. Et ça aussi, la recherche montre que c'est pas le cas. T'sais, pour être compétent dans un domaine, ça prend des connaissances dans le domaine. Tu vois, si tu veux savoir ça d'une manière un peu grotesque de le dire, mais... Tu lis bien en philo, tu aimes la philo, tu connais la philo, tu lis la philo. Bon, ça va. Mais si je te mets dans les mains un texte de mécanique quantique, tu ne comprendras pas grand-chose, puis tes compétences de penseur critique capable d'évaluer ce que tu lis ne valent pas grand-chose parce que tu n'as pas les outils, tu n'as pas les connaissances préalables. Tu comprends? Donc ça a été une erreur. Est-ce que tu penses que ça, c'est le genre de réforme où, finalement, volontairement, on essaie de former un peu plus des travailleurs, des consommateurs, on essaie de former des espèces de... pas des robots, là, mais des gens qui fonctionnent bien en société, dans cette société de consommation-là, mais qui ne veulent pas nécessairement former des citoyens, des esprits critiques, éclairés? C'est intéressant comme question, c'est une vaste et importante question, mais elle est bonne, je suis content de la recevoir parce que, tu vois, dans l'histoire de l'éducation, il y a toujours eu ces deux tendances-là qui se sont chevauchées. Une première tendance, moi, un de mes héros, c'est Condorcet, le marquis de Condorcet, un penseur français, mathématicien, philosophe. Lui, pendant la Révolution française, à laquelle il participe, il écrit des mémoires sur l'instruction publique. Okay. Et tu vois, son idéal, c'est vraiment que l'école, qu'on va rendre obligatoire, va contribuer à former des citoyens et des personnes autonomes. Et là, si on résume ça très rapidement, là, on peut dire qu'il y a eu, dans l'histoire de l'éducation, cette espèce d'idéal humaniste, citoyen, émancipateur attribué à l'éducation. Mais il y a eu aussi, ne nous leurrons pas, une volonté aussi de faire en sorte que l'école serve à l'économie. Que l'école contribue à préparer la main-d'œuvre qui est nécessaire pour faire fonctionner l'économie. Et ces deux tendances-là chevauchent, je comprends. Au Québec, on a vécu ça aussi. Le rapport parent est un rapport très marqué par des idéaux humanistes, d'éducation, émancipateur, citoyen. Mais il y avait aussi cette dimension-là indéniable, tu comprends? Et c'est indéniable aussi que les gens qui vont à l'école, on veut aussi que l'école contribue à les préparer à gagner leur vie, à les préparer à s'insérer. Donc, il y a ce double mouvement-là. Mais quand tu vois, par exemple, la notion de compétence apparaître dans l'école, qui déplace le centre d'intérêt des connaissances vers les compétences, c'est difficile de ne pas se rappeler, tu sais, qu'au 19e siècle, au début du 20e siècle, les ouvriers se promenaient avec un carnet de compétences qui expliquait ce qu'ils étaient capables de faire. Et donc, il faut trouver un équilibre entre l'idéal humaniste et la place qui revient, mais ça peut être dangereux et troublant, tu vois. Si tu permets 2 secondes, probablement qu'un des concepts les plus utilisés en éducation en ce moment dans le monde, c'est le concept de capital humain. Je te jure, ça a été inventé pas loin d'ici. Ça a été inventé par l'école de Chicago, par les penseurs de l'école de Chicago en économie. Puis c'est des gens qui disent... Il faut concevoir l'éducation comme un investissement. De la même manière que tu investis dans quelque chose, un capital qui va te rapporter, voyons comment l'éducation rapporte. Tu comprends? Qu'est-ce que l'éducation universitaire? Bien, un baccalauréat, ça te rapporte 12 000 $ par année de plus que le salaire moyen. Ou 20 000. Et ça, je trouve, ça peut être troublant parce qu'il faut rappeler l'idéal émancipateur de l'éducation, l'idéal humaniste, l'idéal au-delà de l'idéal utilitariste. Est-ce que ça a un lien avec le fait que, bon, le privé est maintenant beaucoup intégré
entrée dans les universités, dirige les recherches, dirige la pensée, là, carrément. Là. Maudite bonne question, encore une fois. Non, mais tout à fait. Il y a, par exemple, si l'éducation est un capital et que investir dans l'éducation rapporte énormément, ça c'est un bon capital que tu as investi, on comprend pourquoi des gens vont vouloir tirer vers eux cette possibilité-là. Alors, par exemple, au Québec, on a maintenant, au fond, 3 réseaux en éducation. Tu as le réseau public ordinaire, tu as le réseau public avec des programmes particuliers, puis tu as le réseau privé à côté. Et si on compare la probabilité d'accéder à l'enseignement supérieur selon qu'on passe par l'un ou l'autre des réseaux, les différences sont fulgurantes, tu comprends? Alors là, il y a une espèce de réductionnisme économique ou utilitariste de l'éducation qui est troublant parce que notre idéal d'égalité des chances, il est rompu, là. Ouais. Puis dans ta question, il y avait... Moi, je parle beaucoup, je me Non, mais c'est parfait. On est là pour ça. Dans l'autre question que tu avais, c'est comment ça va affecter l'université? Et là, ça peut être troublant aussi parce que des choses comme la recherche libre, qui souvent est à la source d'innovation. Oui, c'est ça. Par exemple, en sciences, c'est la recherche fondamentale qu'on appelle, mais elle peut être diminuée au profit de la recherche appliquée. Et là, il y a des troubles qui peuvent apparaître. On va pouvoir avoir des situations où les gens vont imaginer un peu artificiellement des moyens de se faire financer. Tu comprends? C'est la course au financement. Puis il y a aussi, on ne peut pas parler de ça très longtemps, mais il y a quand même aussi toute la question des brevets d'invention puis de la propriété sur ça. Alors, quand tu as, par exemple, des entreprises privées qui financent la recherche... Ça leur appartient après. Effectivement. Et là, ils peuvent, par exemple, décider... On voit ça, ça existe, là. Les entreprises privées financent la recherche. Mais ils la financent sur quoi? Sur des choses qui les intéressent, eux. Et ils ne financent pas de la recherche. C'est un exemple que Chomsky m'avait donné quand je l'avais interrogé là-dessus. Tu sais, j'ai fait des livres de Chomsky à l'université. Il me donnait un exemple, précisément au MIT où il se trouve, lui. Alors, il disait, c'est très, très troublant, tu sais, la recherche universitaire était plus libre ici quand elle était financée par l'armée que maintenant. Qu'elle est financée par le privé. Alors, regarde le raisonnement. Ça va bien. L'armée finance la recherche au MIT qui va donner naissance à l'informatique, si tu veux. OK? Ça part de là, le financement qu'il donne au MIT et ailleurs. Mais l'armée ne demande pas la propriété des résultats. C'est le public qui finance à travers l'armée. Ça appartient à tout le monde. Diffuser les résultats, il n'y a pas de problème. L'armée n'exige pas non plus des retombées à court terme. Tu as envie de travailler sur tel truc, fouille ça. Il n'y a pas de résultat dans 4 ans. C'est pas grave. Continue à fouiller ça. Quand le privé arrive dans les mêmes domaines, dans les mêmes sujets, le privé va dire, moi, ce qui m'intéresse, là, IBM, par exemple, va dire, ou Apple, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur telle chose précise, tel bug qu'il y a à faire, travailler là-dessus. Finance pour vous trouviez ça. Puis ça m'appartient après. Ça m'appartient après. Et même si la recherche, on voit ça aussi, si le pharmaceutique, par exemple, finance des recherches universitaires, les résultats sur les médicaments ne sont pas très bons. On ne les publie pas. Tu comprends? Alors là, il y a une sorte de c'est scandaleux, ça, quand même. C'est troublant. Parce que c'est quand même l'État qui finance les universités, là, tu sais, devrait pouvoir récupérer la propriété intellectuelle de ces recherches-là. Il y a quelque chose de très troublant là-dedans, tu as raison, sur la propriété intellectuelle. Et une chose qu'on oublie aussi, c'est que, finalement, l'université dans laquelle arrive l'entreprise privée, elle lui fournit des locaux, des laboratoires, du personnel, des étudiants qui ont été... Tout ça a été payé par des fonds publics. C'est tous nous autres qui payent ça. Puis on n'en bénéficie pas, finalement. En fait, les compagnies en bénéficient. Mais tu parlais de capital humain, là, qui est formé des gens qui ont étudié. Ben, c'est payant, mais pourquoi, justement, c'est pas gratuit de bord en bord, l'école? La grève de 2012 avait porté là-dessus, tu comprends? Là, je sais qu'il y a des gens qui se désolent qu'on ait perdu, mais moi, je pense pas qu'on a perdu. On a gagné des choses durant cette grève-là. On a sensibilisé des gens. Oui, c'est ça. Je trouve... Moi, je suis assez pessimiste là-dessus, mais bon... Je trouve, Guillaume, qu'à gauche, on a parfois cette tendance-là, tu comprends, à faire comme si tout était tout le temps mauvais, puis il y avait tout le temps des défaites. Tu comprends? Je pense pas, moi, qu'on va gagner tout d'un coup. Et je pense qu'il y a des progrès qui se font. Et ces progrès-là, il ne faut pas les nier non plus, tu comprends? Il faut les noter, puis sinon, c'est extrêmement désespérant, notamment pour ceux et celles qui se sont battus avant nous, qui ont quand même gagné des choses, tu comprends? Et leur combat n'a pas été vain. Il y a des victoires qui ont été... Je trouve que c'est important de remarquer ça et de ne pas tomber dans une sorte de pessimisme qui, de toute façon, donne même plus le goût de se battre. Ça. C'est vrai, ça, c'est totalement vrai, mais en même temps, j'ai l'impression que la gauche, le progressisme aussi, c'est beaucoup de lutte, beaucoup de combats, donc on focus sur les trucs plus négatifs, puis ce qu'on gagne, bon, ça, c'est gagné, on passe à autre chose.
maintenant, c'est quoi la prochaine lutte? Oui, mais tu vois, ça, je trouve important de rappeler ces gains-là qui ont existé. Puis je trouve, moi aussi, que, écoute, c'est une chose sur laquelle j'ai souvent écrit, puis je suis persuadé de ça. Je peux me tromper, mais je suis persuadé de ça. C'est certain que l'indignation devant l'injustice est un moteur pour l'action. Ouais. On commence par constater que certaines choses ne vont pas, ça nous indigne et on désire se battre pour les changer. Mais je trouve aussi qu'un autre moteur de l'action politique, du militantisme, c'est l'espérance en des choses plus grandes. Et je trouve qu'on manque de ça parfois à gauche. Tu vois, si tu permets l'exemple, moi j'ai écrit, sans donner ça comme une panacée ou comme une solution parfaite, il n'y en a pas, tu comprends? Mais moi, j'ai écrit sur un modèle économique là, qui s'appelle l'économie participaliste. Alors, tu as des gens, un militant, puis un économiste américain, des gens sérieux, tu sais, qui ont essayé de dire « Hey, on pourrait faire ça ». Et ça, je trouve ça intéressant, tu comprends? Tu ne fais pas juste dire « Le système économique dans lequel je vis a tel défaut », souvent même en oubliant de remarquer qu'il y a aussi des choses positives, mais tu dis aussi « On pourrait faire mieux, et voici comment on pourrait le faire ». Et tu vois, un de mes rêves, ce serait de dire que, par exemple, les syndicats au Québec disent il y a une usine en Gaspésie qu'on veut fermer parce qu'ils veulent s'en aller dans un autre pays, mais cette usine-là, elle peut être rentable. Elle est viable, cette usine-là. On va la donner aux ouvriers, puis on va tenter d'implanter quelque chose de différent à l'économie. On va tenter d'implanter un modèle d'autogestion. On va tenter d'implanter les idées qu'il y a dans l'économie participaliste. On va tenter de faire en sorte que ces gens-là s'en occupent eux-mêmes, essaient de ne pas faire de profit, mais sur... Et ça existe, tu comprends, dans le monde. Et ça, il faut pousser ce genre de... L'espérance. C'est une phrase de Kropotkin que j'ai toujours aimée. C'est l'espoir et non pas le désespoir qui alimente la révolution. Je comprends, mais j'ai l'impression que le désespoir est un peu inévitable en ce moment. On est dans une société individualiste, les individus sont atomisés, on se parle pas entre nous autres. Le collectif, il est pas tangible. On est chacun de notre côté, puis on peut juste voir le négatif. On est indigné de tout, mais on n'a pas d'emprise. On sait pas comment avoir de l'espoir, justement. On est seul. Tu as raison qu'un des drames de notre moment historique, là, c'est cette espèce d'individualisme dans lequel on vit, tu comprends? Et aussi un individualisme, il ne faut pas avoir peur de le dire, dans lequel les gens sont contents, souvent. Tu sais, les gens disent, moi, j'ai ma petite affaire, ma petite vie, ma petite voiture, ma petite consommation, mes vacances, mais ça. Et avec ça, ils sont... Alors, pour changer ça, il faut aussi donner de l'espoir. Tu sais, il faut aussi proposer des alternatives, il faut aussi construire des liens. Puis c'est amusant parce que ça se fait, ça se voit. En 2012, on a vu ça. Soudainement apparaître ça. Et une chose sur laquelle je dois te donner raison aussi, c'est que l'heure est grave. Avec le réchauffement climatique, l'heure est grave. C'est indéniable qu'on fait face à une situation dramatique. Oui, mais c'est difficile d'avoir d'espoir dans ce temps-là quand on voit qu'on n'a pas vraiment d'emprise. Bon, c'est les gouvernements qui décident quand même et qui n'ont pas vraiment d'intérêt à ce que ça se règle. Puis même quand... comme mettons Justin Trudeau disait que c'était sa priorité, puis tout ça, finalement, on réalise que pas du tout. Donc, c'est extrêmement décourageant. C'est difficile de ne pas devenir cynique quand tu as voté pour ça, admettons, puis là, ça se passe pas. Après ça, tu sais, c'est bien beau les petites initiatives citoyennes puis tout ça, mais on dirait qu'on sent qu'on n'a pas... Je trouve quand même que... Une petite pierre à l'édifice, mais Dominique Champagne donne l'exemple en ce moment. Tu sais, Dominique, il a réuni... on a presque 300 000 personnes qui ont signé. Tu dis, bon, c'est vrai, qui ont été conscientisées. Il est allé rencontrer les gens de la CAQ qui sont pas nécessairement, absolument pas, même de son bord politique, tu sais, bon, mais il est allé là puis il essaie d'agir. Il donne l'exemple, il donne l'espoir, il nourrit une forme d'espérance qui est nécessaire, tu comprends? Parce qu'on ne peut pas se contenter d'être cynique, on ne peut pas se contenter d'être négatif, on ne peut pas se contenter de voir ce qui ne va pas. Il faut aussi agir, puis il faut donner le sens de l'action, puis l'espérance nécessaire pour nourrir l'action. Oui. Surtout que ça presse dans ce dossier. Oui, non, c'est ça, ça presse. C'est pas mal l'urgence en ce moment. Mais j'ai l'impression aussi que, c'est ça, on ne vit pas nécessairement dans un système démocratique pour vrai, on n'a pas vraiment d'emprise, on peut seulement envoyer un représentant qui n'a même pas de compte à nous rendre. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui fait qu'on se recroqueville sur nous-mêmes. Autant du côté de la gauche que de la droite. À la gauche, on est beaucoup dans les identity politics. Mais ça, je le comprends à quelque part que tu dis, bon, je vais être souverain de moi-même. Là, je suis pas capable d'être souverain collectivement de quoi que ce soit. J'ai pas d'emprise. Je vais avoir au moins une emprise sur moi, sur mon genre, mon identité, qui je suis. Ça, je comprends aussi. Puis je comprends que ça se soit présenté. Mais c'est pas aussi sans effet négatif sur l'action et sur les mouvements, tu comprends? Parce que l'appel qu'on a des raisons de critiquer
à l'universalisme était quand même un outil important pour l'action, tu comprends? Était un outil important pour la défense de certaines causes, pour l'identification de certains buts. Dans une forme de repli identitaire, il y a un repli qui consiste à s'isoler les uns des autres. Parce que, tu sais, quand on entend aujourd'hui « en tant que », puis là, mais X, Y ou Z, je suis offusqué par, là, il y a une forme de fermeture de l'action qui m'apparaît troublante. Ouais, je comprends. On dirait que juste que j'ai l'impression que c'est comme inévitable dans le système dans lequel on vit. J'ai l'impression qu'il faudrait changer carrément ce système démocratique-là pour que les gens voient une connivence avec les autres, là, qui comprennent qu'on est un collectif. On vit dans... J'essaie d'être nuancé devant ces questions-là. Je suis parfaitement conscient que ce qu'on appelle démocratie dans notre société, c'est dans une très grande mesure un gouvernement des intérêts financiers. Ça, c'est indéniable. Alors, ce qui fait qu'on a des entreprises qui, souvent derrière des portes closes, concoctent des ententes qui sont à leur avantage, écrivent des lois qui sont à leur avantage, manipulent les gens en fonction de leurs intérêts, contrôlent, c'est sûr, aux États-Unis, c'est particulièrement un bon exemple de ça, contrôlent tous les grands médias et proposent mais en même temps, il y a des réactions des gens. Tout n'est pas absolument noir. Il y a des réactions des gens. Et je pense que la gauche devrait faire attention à ce que les gens ressentent et disent, et puis essayer d'alimenter, encore une fois, la pensée, l'action, l'espérance, sans lesquelles rien ne va changer. Je comprends. Toi, tu es un anarchiste? Moi, je suis anarcho-syndicaliste. Je précise parce que l'anarchisme, c'est un mouvement très vaste et très large. Et moi, je suis quelqu'un qui a été très, très marqué par ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme. Est-ce que tu pourrais décrire c'est quoi un peu? Parce que pour les gens, on dirait on a une vision de l'anarchisme, le punk. Écoute, je vais y aller rapidement. OK? À la fin du 19e siècle, surtout après l'épisode de ce qu'on a appelé la propagande par le fait, c'est-à-dire le fait que les anarchistes, on appelait ça comme ça, la propagande par le fait, les anarchistes ont cru, certains anarchistes ont cru, qu'il était possible d'enclencher un mouvement révolutionnaire par des actions dramatiques, spectaculaires et terroristes. On tue tel homme politique, on tue ça. Et là, ça va s'enclencher, etc. Ça a été un lamentable échec. Ça a contribué aussi à ostraciser le mouvement anarchiste. Ça a contribué à la mise en place ce qu'on a appelé à l'époque des lois scélérates, des lois qui visaient à empêcher les anarchistes de penser, d'agir, de publier des livres. Devant ce phénomène-là, certains libertaires anarchistes ont dit ce qu'on devrait faire, c'est rentrer dans le mouvement syndical, rentrer dans le mouvement ouvrier. C'est de là que va venir la transformation sociale. Pénétrons le mouvement ouvrier. Mettre la main à la pâte. Rentrons dans le mouvement ouvrier. Et là, l'idée, Guillaume, était la suivante. Et un des grands théoriciens de ça, il y en a au moins deux là, qui sont des héros personnels pour moi, là, Pelloutier et Rudolf Rocker. C'est deux grands penseurs de l'anarcho-syndicalisme. Ce qu'ils vont dire, prenons l'exemple de Pelloutier en France, là, ils vont dire, on va rentrer dans le mouvement syndical et les gens vont se syndicaliser doublement. Ils vont se syndicaliser en fonction, à l'échelle nationale, en fonction de leur métier. Tu sais, par exemple, tu vas avoir le syndicat des ouvriers de la construction, disons, ou le syndicat de... mais ce que tu veux. Et il y a un syndicat pour ça, le syndicat des enseignants, le syndicat... Et ça, c'est à l'échelle du pays. Les gens sont réunis là. Qu'est-ce que ça fait, ce syndicat-là? Ça s'occupe des conditions de travail et du salaire des ouvriers. Mais les anarchistes avaient remarqué une chose extrêmement subtile et intelligente. C'est que quand tu es un syndicat, puis là, rapporte ça au Québec, Guillaume, quand tu es un syndicat qui réclame de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, implicitement, tu reconnais à qui te le donne l'autorité pour te le donner. Et là, tu as limité ton travail. C'est plus un travail de transformation sociale, c'est un travail, en quelque part, qui contribue par connivence à solidifier la société. C'est de la négo. Tu acceptes l'ordre des choses, tu contribues à l'améliorer pour toi, mais tu reconnais encore une fois l'autorité, le pouvoir de qui te le donne de te le donner. Alors ça, c'est une première aspect de la syndicalisation. La deuxième, elle est locale. Les gens de tous les syndicats se réunissent localement dans ce qu'on appelle une bourse du travail.
Et si tu vas en France ou dans d'autres pays européens, tu vas encore voir des bâtiments gigantesques sur lesquels c'est écrit Bourse du travail. Et dans cette Bourse du travail-là, il y avait un centre d'entraide pour tout le monde, mais il y avait aussi une façon de commencer à préparer la société de demain. Alors, tu avais des cours du soir, tu avais un musée du travail, tu avais... Pelloutier avait une formule que j'ai toujours trouvé très belle. Il disait, c'est là qu'on va préparer la société de demain en donnant à l'ouvrier la science de son malheur. on va essayer de comprendre le monde et on va commencer à le transformer là. C'est là que la transformation se fait. Ça commence fin 19e siècle. La guerre de 14-18 va mettre un terme à ça. Après la guerre de 14-18, le monde a complètement changé. Mais le mouvement anarcho-syndicaliste, là, il réunissait des millions de personnes en Europe, puis aux États-Unis, il y avait un équivalent. Donc, c'était un mouvement extrêmement important. Et une des choses qu'ils pensaient, ces gens-là, c'est que le travail doit être contrôlé par ceux qui le font. Et donc, ils étaient, pour le dire très rapidement, ils étaient autogestionnaires. Tu sais, ils étaient en faveur de l'autogestion. Les coopératives, c'est quelque chose d'assez proche de ça aussi. OK, ouais. Le mouvement des coopératives, largement imaginé par un anarchiste qui s'appelle Proudhon, tu vois. Oui, Proudhon, oui. Moi, je suis président d'une coopérative. On fait un festival. Je connais bien. Disciple de Proudhon. mais c'est fou à quel point ça, une petite parenthèse, mais les coopératives, c'est quand même plus difficile. En tout cas, nous, on a beaucoup de bâtons dans les roues au niveau du gouvernement. On n'est pas vraiment reconnu. C'est vraiment compliqué. C'est comme une espèce de truc pas extraterrestre. Là. Je veux dire, il y en a quand même beaucoup, mais c'est plus difficile quand tu es une coopérative. Tu n'as pas les avantages que les entreprises normales ont. C'est vraiment fou. C'est certainement vrai. J'en doute pas une seconde. Mais ça prouve aussi l'importance d'intervenir sur le terrain, de créer ce genre de choses-là, de les faire vivre, de lutter à travers elles. Moi, c'est un modèle qui m'attire encore énormément, c'est l'autogestion, puis les coopératives. Puis pour prendre l'exemple que je te donnais tout à l'heure, si c'était plus répandu, plus connu, moi, je suis toujours surpris que les gens ignorent ce que ça a été les bourses du travail, ignorent ce que faisaient les deux syndicats, comment le mouvement syndical s'est organisé, tout ça. Mais tu sais, on pourrait, si on voulait, si on poussait assez fort là-dessus, faire en sorte que la CSN accorde une entreprise à des gens, puis tente une expérience. Ça va peut-être pas marcher, mais ça va peut-être marcher et être inspirant pour d'autres. Au Pays Basque, il y en a un immense réseau d'entreprises fondées là-dessus qui existe, qui fonctionne et qui est présent. Est-ce que tu penses du mouvement syndical, l'état du mouvement syndical au Québec aujourd'hui, est-ce que on a comme l'impression que c'est un peu corrompu? Je veux pas trop mettre d'emphase là-dessus. C'est pas nécessairement des voix positives là, qui disent ça, mais c'est difficile de se faire une idée. Je te rappelle l'argument qu'employait l'anarcho-syndicaliste. Si tu entres dans une logique de négociation tu et que c'est seulement tu le reconnais, l'autorité, et tu admets mais tu peux intégrer aussi cette manière de penser-là. Oui, exactement. Et c'est pas inutile de faire ça. Il faut défendre la cause des travailleurs, il faut défendre les salaires, il faut défendre tout ça. Mais il devrait y avoir à côté autre chose. Et ça, on l'a complètement oublié. L'anarcho-syndicalisme, donc, ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Mais est-ce que ça a bien fonctionné quand ça fonctionnait? Quand ça a fonctionné, encore une fois, il y avait énormément de personnes là-dedans. Encore une fois, tu te promènes en France, tu regardes ça, puis c'est des bâtiments extrêmement impressionnants. Tu sais, que ces gens-là se sont payés avec les scènes qu'ils mettaient de côté, puis dans lesquelles ils allaient faire de la formation, puis dans lesquelles ils avaient le sentiment qu'ils préparaient la société de demain en prenant cette usine-là, en commençant à l'autogérer. Mais pourquoi c'est terminé, ça? Pourquoi on a oublié ce modèle-là? On est plus intéressé? C'est assez intéressant. C'est comme question, c'est complexe, là, mais une part de ça, c'est qu'évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde a considérablement changé. Les données ne sont plus les mêmes. Il y a des tonnes de jeunes gens qui sont morts. La société se reconstruit. Il y a cette partie-là. Ensuite, l'anarchisme a mauvaise presse. On va décrier les anarchistes comme étant des sanguinaires, des révoltés, des poseurs de bombes, etc., des violents, alors que c'était vraiment pas ça dans ce mouvement-là. Puis je pense aussi que c'est une chose qui s'est passée, c'est bon la question, il y en a plein d'éléments, mais à ce moment-là aussi, il y a la révolution russe qui a eu lieu. Et le modèle pour la gauche, c'est la Russie. Alors que beaucoup d'anarchistes, il y en a plein là, qui sont connus, qui vont aller en Russie, qui vont voir ce qui se passe et qui vont dénoncer. C'est comme non, on fait pas ça. Puis là, tu as un conflit de la gauche, parce que tu as une gauche extrêmement importante, qui va prendre de plus en plus de place, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et qui est axée sur Moscou. Pro-communisme. Et tu as les anarchistes très minoritaires qui sont, depuis le début, très critiques de la gauche communiste. C'était mon cas. Tu sais, moi, quand j'étais étudiant au Québec, quand je suis revenu au Québec, je suis allé au cégep là, dans les années 70, là,
tous mes amis militants de gauche étaient cocos, tu vois. Ah ouais, hein? Et moi, je découvre l'anarchisme beaucoup à ce moment-là, parce que je me dis, qui pense pas comme eux? Puis là, je commence à lire Kropotkin, puis Bakounine, puis Proudhon. Puis je me dis, c'est eux qui ont eu raison, finalement. Puis le fait de critiquer l'URSS à cette époque-là, c'était très mal vu, tu comprends? Alors que les premières critiques anarchistes de l'URSS, Emma Goldman et d'autres, datent de 1919. Tu comprends? Ils ont très vite vu clair là-dedans. Et donc, là, il y a eu ce déplacement-là. Tu comprends? Les idéaux de gauche se sont portés vers le Parti communiste, vers le trotskisme, vers l'URSS. Là, les anarchistes ont été oubliés. C'est devenu les oubliés de l'histoire. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore ces cicatrices-là sur la gauche d'être pro-communisme. On se fait traiter de communiste à chaque fois qu'on amène des idées progressistes. C'est ça. Effectivement, c'est devenu une insulte un peu facile, comme anarchiste aussi. Tu sais. Donc, il y a eu cet oubli-là. Mais c'est fascinant aussi de voir comment... Tu vois, ce que j'ai raconté tout à l'heure là, sur l'anarcho-syndicalisme, les bourses du travail, comment c'est peu connu même à gauche. Ouais. L'anarchie, à quelque part, c'est remettre en question les autorités illégitimes, de ce que je comprends. C'est une très bonne définition. Sommaire, c'est cette idée que les êtres humains possèdent un instinct de liberté, aspirent à la liberté, et quand ils constatent que des autorités sont illégitimes, remarque bien, là, quand ils constatent, il ne suffit pas de dire « j'aime pas cette autorité-là ». Non, mais moi, j'ai toujours été de ceux qui pensent qu'il y a un volet, un courant rationaliste qui traverse l'anarchisme, celui auquel je m'identifie en tout cas. Alors, on s'oblige à justifier qu'on contacte telle autorité. Et on reconnaît aussi qu'il y a des formes d'autorité qui sont justifiables. Puis on reconnaît aussi, si tu me permets, c'est qu'il y a une sorte d'historicité de l'autorité. Il y a des formes d'autorité qui étaient acceptables, reconnues comme acceptables il y a 100 ans, qui ne sont plus aujourd'hui. Il y a une histoire de ça. Là. Ouais. Mais en même temps, ça va être une question un petit peu philosophique à la limite, là, mais remettre en doute les autorités illégitimes quand une idéologie, ça peut être une forme d'autorité. Comme est-ce une étiquette à quelque part, être anarchiste. Puis moi, on dirait que je m'identifie, mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir cette étiquette-là, d'avoir ce poids-là de cette idéologie-là. Une chose qu'on peut dire d'abord, c'est qu'il y a toutes sortes de courants dans l'anarchisme. Il y a des anarchistes individualistes avec lesquels j'ai pas grand-chose à voir. Là, je reconnais leurs mérites, ils ont des idées. Mais il y a des formes d'anarcho-féminisme dans lesquelles je me reconnais aussi, mais pas complètement ou entièrement. Il y a des anarchistes qui ne sont pas féministes. J'ai connu des femmes anarchistes qui se disaient antisexistes, pas féministes. Donc, il y a des débats autour de ça. Moi, je défends un anarcho-syndicaliste, mais ça, c'est un des courants de l'anarchisme. Il y en a d'autres, tu comprends? Donc, on n'est pas obligé de tout accepter quand on accepte l'anarchisme. Je comprends. Il y a plusieurs courants. Il y a plusieurs courants, puis c'est important de distinguer. Quand devant des gens qui n'ont que comme but de tout casser puis de tout détruire, moi, je ne suis pas anarchiste. Oui. Il faut construire aussi. Moi, je vois l'anarchisme comme quelque chose de positif, de constructif. J'aspire à faire... Regarde, je vais te donner un exemple aussi concret. On parlait tout à l'heure du réchauffement climatique anthropique. C'est le grand défi de notre temps, le grand défi de notre génération, la chose la plus grave probablement à laquelle on fait face. Tu comprends ça? Puis le danger nucléaire. C'est deux choses absolument extraordinaires. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on ait des modèles à proposer qui corrigent les défauts de l'économie dans laquelle nous vivons. Puis, c'est pas contestable. En économie, on est tous d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça en économie. Quand tu as une transaction dans le modèle économique dans lequel nous vivons, capitaliste, appelons-le comme ça, là, ou néolibéral, tu as une transaction entre des acteurs, bien, cette transaction-là, entre acheteurs et vendeurs, si tu veux, là, elle a des effets sur des tiers. Tu comprends? Mettons que je suis très riche, j'habite sur une rue qui n'est pas encore éclairée. Je fais éclairer la rue parce que je veux que ma rue soit éclairée. Les gens qui vivent à côté de moi, qui ne sont pas très riches, ils bénéficient du fait que entre quelqu'un qui pose des lumières puis moi, il y a eu un échange et ça a eu des retombées positives sur eux. On appelle ça en économie des externalités positives. Ils n'ont pas payé, ça ne leur coûte rien, ils en bénéficient. Une externalité positive. Maintenant, il existe aussi des externalités négatives. Je suis quelqu'un qui fait tel ou tel produit. Je fais des tapis. Moi, j'ai une usine pour faire des tapis. Pour faire des tapis, je dois acheter de la colle. J'achète de la colle à un vendeur. Ça, c'est encore une relation commerciale. Maintenant, quand je fais mon tapis, il reste des résidus toxiques. Je les sac dans la rivière. C'est une externalité négative. Parce que tout le monde va souffrir, puis là, c'est plus positif. C'est négatif. Mais notre système économique
il produit des externalités négatives dont on ne tient pas compte dans l'évaluation du prix. Tu comprends? Le monsieur qui vend son tapis, après, là, il n'a pas tenu compte du fait qu'il va falloir dépolluer dans 20 ans. Eh bien, un économiste, M. Nicolas Stern, un des grands économistes vivants, dit que le réchauffement climatique anthropique, c'est la plus grande et la plus dangereuse des externalités négatives. Oui. C'est ça que c'est, tu comprends? C'est une externalité négative qui risque de faire un tort considérable. Tu penses qu'il faudrait tout réglementer en fonction de ça? Je pense qu'il faut imaginer autre chose. Il faut imaginer un autre modèle économique. Il faut imaginer... Là, carrément, OK. Ben oui, je pense ça. Puis je pense que les anarcho-syndicalistes ont des idées là-dessus, tu comprends? Quand tu as un modèle économique qui repose sur le profit, c'est ça dans lequel on vit, tu es incité, tu es presque contraint. Je dirais même jusque-là, Guillaume, tu es contraint de produire des excès. Si tu dois payer pour faire traiter le résidu toxique de ta colle, tu vas augmenter le prix, tu vendras moins, ou tu ne feras pas un aussi grand profit. Mais si tu le sacs dans la rivière, ça ne coûte rien, puis tu fais un meilleur profit. Mais ça va être difficile de renverser cette manière de penser-là, parce qu'autant du côté des producteurs que des consommateurs, les conséquences de nos actions, de notre consommation, de ce qu'on achète ou de ce qu'on produit, c'est jamais pris en compte. C'est pas quelque chose qui... Puis même quand on se le fait dire, on vit dans un libre marché, on fait ce qu'on veut, c'est comme ça. C'est exact. Puis surtout qu'on ne les voit pas tout de suite. Non, c'est des conséquences à plus long terme. Tu sais, comme le réchauffement climatique anthropique, encore une fois, ça fait quelques décennies maintenant là, que le GIEC nous met en garde, puis d'un rapport à l'autre en étant de plus en plus précis, de plus en plus alarmiste, tu comprends? Donc, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais tu sais, quand les conséquences sont très lointaines, c'est très difficile. C'est une loi de la psychologie, ça. Il y a un philosophe... Mais même ça s'en vient concret, là, maintenant. Là. Oui, on commence à le voir. Les inondations, je veux dire, ça s'en vient très, très concret, mais les gens... Ah non, pas encore. Il y a un philosophe, son nom me reviendra tantôt, là, excuse-moi, mais qui est décédé récemment, un éthicien qui avait imaginé quelque chose comme le bourreau innocent. Je te donne ce qu'il voulait dire, mais mettons, tu peux toucher à quelqu'un avec une petite aiguille, la douleur est à peu près inexistante. Tu fais ça, puis c'est rien. Je fais ça, je picosse un peu. Mais ça donne qu'il y a 10 000 personnes qui font simultanément le même geste et la personne en meurt. Tu comprends? Ouais. Alors, tu ne sens pas une responsabilité personnelle, tu ne vois pas la conséquence de ton geste. J'ai presque et pourtant, rien fait. Oui, c'est exactement. Elle a des conséquences dramatiques. C'est un peu ça, le réchauffement climatique. J'ai juste pris ma voiture pour aller travailler ou j'ai juste pris... Tu vois? Et, non, c'est ça, ça a cumulativement des effets extraordinaire. Ouais. Mais c'est là que tu vois la force du nombre de manière négative. Ça serait le fun de le comprendre de manière positive aussi, là, si on se mettait tous ensemble. Il existe... Dominique Champagne disait récemment encore qu'il allait proposer bientôt des solutions au réchauffement climatique anthropique, mais pas lui, Dominique Champagne, mais les 40 ou 50 scientifiques qui ont consulté, qui vont dire on peut faire ci, on peut faire ça. Et ça, je trouve que c'est important d'amener ça. Encore, on revient au début de notre conversation, d'alimenter l'espérance, parce que c'est ça la seule d'action. Alors, dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, comment on va avoir des résultats, comment on va les voir, les mesurer. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est vraiment une drôle d'époque quand même. Hein. On vit tous ces bouleversements, ces catastrophes naturelles-là. Et en même temps, il y a des inondations et des climato-sceptiques qui vivent en même temps. C'est assez fascinant. Puis on parlait de scepticisme, que c'est positif. Le scepticisme, peut-être que là, c'est un moment où peut-être moins sceptique. J'ai écrit un peu là-dessus, moi, des textes, parce que j'ai suivi ça de près. C'est les sceptiques scientifiques là, s'intéressent de près à cette question-là. Et même le mot qu'on emploie maintenant, c'est soit des climato-négationnistes. Plutôt des, parce que, tu comprends, oui, parce que comme tu le voyais bien, c'est dire... Sceptique, c'est pas négatif. C'est ça, je suis un climato-sceptique. En science, il faut poser des questions, il faut remettre en question. J'adopte l'attitude qu'on recommande d'utiliser en science et je suis climato-sceptique. Oui, mais attention, là, vous êtes en train de renier complètement un savoir très solidement établi. On emploie donc moi j'ai employé parfois l'expression climato-négationniste, ceux qui nient, où il y a un mot, crois-le ou non, qui est apparu en anglais puis commence à apparaître en français, les dénialistes. Et on désigne par là des gens qui, par toutes sortes de stratégies, mais souvent, Guillaume, intéressés parce que financièrement, ils sont payés pour faire ça. Un peu comme le tabac, l'industrie du tabac dans les années 90. Écoute, la recette de ces gens-là vient de là. L'industrie du tabac savait il y a très, très, très longtemps que le produit qu'ils vendaient était nocif. Et ils ont, dans les rapports que je connais, que j'ai lus là-dessus, là, où on les voit commencer à réagir à cette accumulation de preuves qu'on voit apparaître sur la nocivité du tabac. Et un des textes les plus célèbres de la réaction de l'industrie du tabac va dire « Notre arme principale, notre outil, c'est le doute. »
il faut semer le doute. Alors, dès le Juste moment... du doute. Oui, c'est très ça. large, c'est très vaste. Telle recherche est apparue. Oui, mais elle est faite par quelqu'un qui ne se finançait pas. Non, non, non. Alors, ils ont, en quelque sorte, renverser le scepticisme, Ben retourner oui, le c'est scepticisme contre fascinant, lui-même. c'est vraiment une bonne stratégie parce que souvent on entend ça là, en ce moment, là, bon, les enverdeurs, là, c'est une espèce de complot de la gauche. Je sais pas, en fait, j'ai jamais trop compris, ça serait quoi le but de ce complot-là? C'était de nuire à l'économie, tu sais, ces gens-là. Ouais, mais je veux dire, c'est un... C'est absurde, évidemment. Mais tu sais, une des sources importantes de ça, très connue, c'est les frères Koch aux États-Unis. Ben oui. Les 2 milliardaires, multimilliardaires, frères Koch, qui financent des recherches, tu as raison, mais aussi un grand nombre d'organismes, de personnes, de groupes de recherche qui ont comme mandat, comme pour l'industrie du tabac, de nourrir le doute, d'alimenter le doute. Ouais. Et là, on vient au début de notre conversation sur la pensée critique, mais ce dénialisme-là, il est troublant parce que il se manifeste, Guillaume, sur le climat, mais il se manifeste aussi sur le sida. Ah ouais? Oui, il y a des gens qui pensent que c'est une invention. Il se manifeste, écoute, il y a une chose tellement... Moi, ça m'a renversé, j'aurais jamais cru voir ça. Des gens qui sont partisans de la Terre plate. Ben oui, je sais, j'ai vu le documentaire. Il y a un documentaire sur Netflix. Ouais. Et là, tu vois, écoute, moi, je suis en philo, j'aime la philo. Et, je sais pas si tu savais, mais Aristote, il y avait des maudits bons arguments. Il savait que la Terre était ronde. Aristote, tu comprends? Il y a je vais parler un peu de maths parce que l'histoire des sciences, ça me fait plaisir, mais il y a un important, on disait, c'était le deuxième en tout. Okay? Le premier en géométrie, c'était Euclide. Le premier en arithmétique, c'était un tel. Lui, il s'appelait Ératosthène. Puis il était le deuxième en tout. Parce qu'il était mais c'est bon quand même en tout. Le deuxième en tout. Tu comprends? Et lui, il lit un texte à un moment donné qui dit qu'à midi, à tel endroit, le soleil tape directement dans un puits. Lui, où il est, il y a une petite ombre. Il prend quelqu'un, puis il lui demande de marcher du point où il se trouve là jusqu'au puits. Et après ça, avec un calcul géométrique, il découvre, il mesure la circonférence de la Terre. Écoute, c'est quand même, dans l'Antiquité, quelqu'un, avec ces techniques-là et avec de la géométrie, avait compris que la Terre était ronde et avait produit, quelqu'un qui marche, avait produit une bonne approximation de la circonférence de la Terre. Ça, c'est dans l'Antiquité. Aujourd'hui, au 21e siècle, tu as des gens qui pensent que la Terre est plate. Mm-hmm. Est-ce que tu l'as vu le documentaire sur oui, j'ai vu ça, oui. Mais justement, eux autres, ils font des expériences, puis ça fonctionne pas, leurs expériences. Ils réalisent que, bon, je veux dire, la Terre est ronde, mais ils veulent pas y croire. On vit à une époque où c'est ça, avec Internet, tu peux trouver des gens avec qui tu as des affinités, puis on croit ça ensemble, puis on s'encourage là-dedans. Fait que les faits rendus là, c'est plus important. C'est troublant. On appelle ça dénialisme. Ce dénialisme-là, il est troublant. Puis tu évoques Internet. Il faut pas, je pense, avoir une vision... une explication trop simpliste de ce phénomène-là parce qu'il est très vaste. Mais tu as raison, je pense, et certaines recherches le montrent, c'est que Internet joue un rôle dans tout ça parce qu'il se produit des sortes de chambres à écho. Tu n'interagis qu'avec des gens qui pensent comme toi et tu reçois confirmation constante. C'est gratifiant, là. Et tu peux devenir un leader de ces groupes-là, tu peux devenir quelqu'un d'influent, puis c'est ça peut donner un sens à ta vie, même si tu sais que dans le fond, à quelque part, au fond, toi, tu le sais que c'est un mensonge, là. D'où l'importance, c'est de se confronter à d'autres points de vue, de lire des gens qui pensent pas comme nous. D'où l'importance, on revient à ça, de la liberté d'expression, de la liberté académique, puis des contacts, puis des échanges d'idées. Puis l'esprit critique. Oui. Ouais, vous battez pour ça depuis... Il y a des fois aussi, on se demande, tu avais raison quand tu soulignais ça aussi, que les gens, ils croient, ils prennent plaisir au prestige qu'ils en tirent, donc ça devient très difficile de simplement raisonner avec eux pour leur faire comprendre qu'ils se trompent. Mais tu penses-tu que c'est aussi avec le fait que les gens n'ont pas nécessairement les outils pour avoir la pensée critique, en fait, de se poser des questions. Souvent, avec Internet, on reçoit les articles, on relaie ça, puis on vérifie pas les sources, il y a une recherche, ça veut dire que c'est vrai, mais après, on peut aller voir c'est quoi l'université. Là, on est tous sujets à ça. Même moi, c'est difficile. Puis, encore une fois, Internet, tu as raison quand tu soulignes ça. On reçoit un message, un autre, on retweet ça, on lit en diagonale, on lit très vite. Ça produit des esprits un peu formatés, tu comprends? Puis c'est difficile de s'en sortir. Il n'y a pas de recette magique pour ça. Moi, je vais te donner une anecdote, une recherche que j'ai lue récemment. Okay? J'ai lu une recherche récemment, ça risque de t'amuser. Ils ont pris, les chercheurs sérieux, ils ont publié ça dans une revue scientifique sérieuse, ils ont pris 2 sites Internet, tu vois, je pense qu'il y en avait 2 là-dedans, un site qui
disait qu'il ne fallait pas augmenter le salaire minimum, ça serait extrêmement dangereux. Puis un autre, c'était... Puis le but qu'on demandait aux gens, mais là, il y avait des gens du secondaire, des gens du cégep, des gens de l'université, l'équivalent américain de ça, de voir qu'est-ce qui leur apparaissait le plus crédible, tu comprends? Et de manière spectaculaire, la majorité des gens trouvaient que le site qui disait qu'il ne faut surtout pas augmenter le salaire minimum, là, c'était un maudit bon site. Il est bien fait. Mais ce site-là, il était financé par l'industrie du fast-food pour contester la volonté d'augmenter le salaire minimum. Et là, tu sais, les chercheurs qui ont fait cette recherche-là, d'abord, ils étaient surpris et étonnés que même rendu à l'université, tu n'étais pas capable de déceler ça. Puis il y a une bonne raison, tu comprends, Guillaume, parce que ces sites-là sont très bien faits. Ils apparaissent crédibles, tu comprends? Et une des questions qu'ils posaient à la fin de leur article, c'est qu'est-ce qu'on fait devant ça? Et évidemment, il y a l'idée de former à la pensée critique, de former à l'art de naviguer de manière critique. Mais à la fin, ce qu'ils ont fait, que j'ai trouvé, moi, brillant, ils sont allés voir dans les grands médias américains, journaux, New York Times, etc., des gens qui sont embauchés là, qui sont des fact-checkers, ceux qui vérifient l'information. Ils se sont rendus compte que ces gens-là, en général, ils utilisent 3 stratégies toutes simples qu'on pourrait enseigner à tout le monde. La première stratégie, c'est tout simple, mais quand ils font une recherche sur quelque chose, ils ne cliquent jamais sur les premiers liens, tout de suite. Ils lisent au moins 2-3 pages. Tu sais, les URL, les petits descripteurs, là, bien, ils en lisent au moins 25-30 avant de décider où ils vont aller. On ne fait pas ça normalement. On va très vite sur la première page. Alors, ils prennent le temps de lire 25 ou 30 descripteurs avant de décider sur lequel ils vont aller. L'autre affaire qu'ils font, que si les gens qui se sont fait avoir avec le site sur le salaire minimum avaient fait, ils l'auraient su tout de suite. Quand ils ouvrent un site, ils ouvrent aussitôt une page pour faire une recherche sur le site. Les sources sont... Il va savoir qui a fait ça. Alors, si, par exemple, le site qui était fait par l'industrie du fast-food sur le salaire minimum, si, ouvrant cette page-là, tu fais une recherche sur qui c'est ces gens-là, tu apprends que c'est... Tu comprends? Non, ça, c'est un truc intéressant. Puis la troisième stratégie qu'ils emploient très souvent aussi, c'est ils vont sur Wikipédia. Maintenant, je sais que les profs ont dit « Allez pas sur Wikipédia aux étudiants », mais quand ils vont sur Wikipédia, ils vont sur les sites de discussion des articles. OK. Et là, tu apprends... je savais pas qu'il y avait ça, en fait. Oui, si tu as un article là, tu vas avoir le site où on discute de l'article. Il y a des gens qui disent « Attention, ici, ça, c'est pas exact. Attention, ici, ça, c'est contestable. » C'est 3 stratégies toutes simples qui peuvent être amusantes. Hein? Puis ça peut aider. Est-ce que tu penses que c'est un problème d'éducation? Est-ce qu'il faudrait avoir carrément un cours là, de pensée critique à l'école? Parce que, bon, tu sais, souvent on entend le 53% d'analphabètes fonctionnels au Québec. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'imagine que dans ce 53%-là, il y a des gens qui ont terminé leur secondaire, là, qui ont de la misère à comprendre un texte. Là. Je veux dire, ce chiffre-là ne désigne pas des analphabètes au sens strict. Là. Je comprends, mais fonctionnel, il signale une difficulté. Hein? Il signale une difficulté. C'est fou, là. Il y a des gens qui ont fini leur école, ils ont de la misère à lire un texte. C'est triste, là. C'est un échec de l'éducation. C'est un échec de l'éducation. C'est un échec. Tu sais, tantôt, je disais, pour aller vite à l'essentiel, OK? On souhaite développer la pensée critique, OK? Mais la pensée critique, c'est ce qu'on appelle une compétence cognitive de haut niveau. C'est pas une connaissance cognitive de bas niveau. Tu lis un texte, tu es capable de déchiffrer le texte d'abord, comprendre les mots, avoir une idée de quoi ça parle, commencer à le situer par rapport à ce que tu sais, tout ça. Prendre une distance critique par rapport à ça, ça vient après. Ça va une fois que tu as emmagasiné beaucoup de connaissances et que tu les as déployées souvent, puis tu les as consolidées, après ça, la pensée critique vient. Ce qui veut dire qu'un des problèmes de l'école, c'est de ne pas transmettre suffisamment de connaissances puis de permettre qu'on les consolide. Ça, c'est certain, ça. C'est un des enseignements fondamentaux des sciences cognitives, cette chose-là. La deuxième chose, Guillaume, c'est que ces compétences cognitives de haut niveau, là, l'expression anglaise pour les désigner, c'est domaine spécifique. Elles appartiennent à un domaine. Ce que ça veut dire, c'est que si tu es capable de penser critique dans un domaine donné, c'est parce que tu possèdes des connaissances dans ce domaine donné-là et tu as développé des pensées. Mais dans un autre domaine où tu n'as pas de connaissances, il n'y a pas de compétences transversales. Tu n'es pas capable de penser critique si tu n'as pas ces connaissances-là. Ce qui nous ramène à la mission de l'école, qui est de transmettre modestement des connaissances, les consolider et permettre le développement des capacités cognitives de haut niveau, comme la créativité ou la pensée critique, mais dans tous les domaines où on doit les transmettre. Tu comprends? On dirait qu'on n'a pas, on n'a pas développé non plus d'humilité par rapport à nos opinions. J'ai l'impression que quand on lit un texte, on voit un truc passer, tout de suite, on fait confiance. Puis je lisais un livre de Jean-Jacques Pelletier là-dessus, on fait confiance à nos émotions. Moi, j'ai vécu une émotion, je suis indigné, ou je suis ému, ou je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est valide parce que c'est moi.
je viens de le vivre, c'est sûr que c'est vrai. Donc, on partage, puis tout de suite, on prend pas le temps, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de temps, on laisse pas d'espace à tout ça. Là. Je pense que tu as raison, c'est vrai, on fait souvent confiance à notre émotion, qui n'est pas toujours bonne conseillère, tu comprends? Et avec Internet puis les médias sociaux, ça, c'est accentué, parce que c'est accéléré à une grande vitesse, tu comprends? Folle, tu trouves-tu que c'est un peu ça le problème en ce moment? Les grands clivages, tout le monde est très émotif de chaque côté, on se retrouve pas au centre, on a de la misère à se parler, le dialogue est pas là. Non, je pense que les médias sociaux ont joué un rôle là-dessus. C'est pas la seule explication, mais c'est une partie de l'explication. Puis je suis content que tu soulèves ça, parce que c'est vrai que maintenant, moi, j'ai écrit un texte il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait « Malaise dans la conversation démocratique ». Désintoxiquons les débats. Il y a des débats devenus extrêmement toxiques. Tu comprends la facilité avec laquelle on accuse les gens d'être fascistes. Attention, là, hein? Ce que je veux dire, c'est fasciste, là, c'est une accusation grave. Ne serait-ce que par respect pour les victimes du fascisme. Faisons attention à la façon dont on utilise ça. Et surtout, confondons pas des gens qui ont des opinions différentes des nôtres, mais légitimes, avec des fascistes. C'est une façon de refuser le dialogue, ça. Mais je suis partisan de la liberté d'expression et du dialogue qui va avec. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu l'art du dialogue un peu avec Internet, parce que on est derrière notre écran, il n'y a pas de contact humain. Puis moi, je l'ai remarqué aussi avec ce podcast-là. Moi, il y a des opinions là, que j'avais qui étaient quand même assez tranchées. Puis ça, en jasant avec les gens qui pensent pas comme moi, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus... c'est vrai. Bon, ça se fait de manière délicate. Puis je suis plus intéressé, je suis à l'écoute, je suis pas dans mon ego, j'essaie de comprendre l'opinion de l'autre. Tandis que sur les réseaux sociaux, je veux dire, on m'envoie une violence, je réponds avec une violence, puis là, c'est une escalade. Là. D'une certaine manière, je te parlais tantôt, le bourreau innocent, là. Mais c'est un peu ce qui se passe. Chacun clique, puis envoie un tenant, puis tu n'as pas l'impression... Mais au total, ça produit un effet extrêmement grave. Et tu as raison, je suis persuadé qu'il doit y avoir des travaux là-dessus. Mais quand ces échanges anonymes derrière écran, ou par écran interposé, quand les gens se rencontrent face à face, ils sont beaucoup plus à l'écoute, puis beaucoup plus sensibles, puis beaucoup plus... Ne serait-ce que le langage non-verbal, tu sais. Quand les gens parlent, ça va peut-être t'amuser. En éducation, par exemple, il y a une chose importante qui se passe en ce moment, on appelle ça les MOOCs, M-O-O-C. Ça veut dire Massive Online Open Courses. Alors, c'est des cours qui sont offerts en ligne gratuitement. Parfois, des grandes universités qui vont offrir des cours de ce style-là. Mais on se rend compte aussi que les résultats, ce ne sont pas, surtout pour les choses plus avancées, là, aussi intéressants qu'on aurait voulu. T'sais. Puis, une partie de l'explication plausible, selon moi, c'est que la connaissance transmise suppose d'être incarné dans un corps, tu comprends? Ouais, tu vois la personne. Je pense que oui aussi. Et là, tu as le langage non-verbal, ce que fait les autres, les yeux que tu as en ce moment quand tu me regardes, la façon dont tu réagis à ce que je dis, tout ça fait partie de la conversation, de la communication. Et ça, c'est entièrement occulté par les communications électroniques. Oui, les communications électroniques, c'est très facile de rester enfermé dans son ego, de former sa petite réponse. En fait, on essaie souvent de coincer l'autre, d'humilier l'autre, de gagner finalement, de gagner. Puis ce qui disparaît aussi, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais tu sais, le mot épistémique, là, ça veut dire rapport à la connaissance. Puis il y a beaucoup de philosophes et de gens qui réfléchissent sur ces questions-là, qui parlent de vertus épistémiques. Tu sais, des vertus au sens moral du terme, là, mais en rapport avec la connaissance. Et c'est une idée qui m'est très chère. Moi, par exemple, il existe une chose comme la modestie intellectuelle. C'est une vertu épistémique. Mais non, mais le fait de penser que je suis modeste, j'ai pas raison sur tout, je peux me tromper. Il se pourrait que quelqu'un qui est de l'autre bord politique de moi ait parfois raison sur des choses et moi j'ai tort. Tu vois, ça, c'est une vertu épistémique. Ensuite, l'écoute d'un autre point de vue, tu sais, l'accueil à une autre position, ça aussi, c'est une vertu épistémique, tu sais, la modestie, l'écoute. Et c'est difficile d'avoir une conversation démocratique si on est toujours braqué dans nos certitudes, sans aucune modestie, incapable de reconnaître qu'on a... Je vais donner un exemple concret, si je fais cet aveu-là. Moi, je suis à des millions de milles de la CAQ. Ça ne m'intéresse pas, la CAQ. C'est pas mon parti, c'est pas mes affaires. Mais le monsieur qui est là en éducation en ce moment, là, ben, il fait des choses intéressantes. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais c'est un enseignant qui vient du milieu de l'enseignement, qui a enseigné pendant des années au primaire, qui a donné des cours, qui a des idées. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais président d'un salon du livre, de mémoire, c'était à Rimouski, et on annonce une table ronde entre Normand Baillargeon et
M. Roberge, qui n'était pas ministre de l'Éducation encore à l'époque, il n'avait pas été élu, il venait d'écrire un livre sur l'éducation. On est 3, c'est moi qui vais parler le premier. Alors, je me dis, je vais parler, puis après ça, il va grimper dans les rideaux, tu sais, je vais dire ce que je pense en éducation. Et je parle, et quand j'ai terminé, il dit, je suis en grande partie d'accord avec ce que vous avez dit, on se rejoint. Et je pense qu'il est sincère, on peut... Moi, tu sais, probablement, j'adore le poète Jacques Prévert. Là. Ouais. Puis Prévert disait, il y a une fois, il dit, une montre arrêtée marque l'heure juste 2 fois par jour. Ouais, non, mais faut le reconnaître. Hein. Mais ça se plug bien dans une conversation, mais j'avais eu un souper à un moment donné, en fait, un dîner avec Jacques Parizeau. C'était plusieurs jeunes là, qui rencontraient Jacques Parizeau. Puis lui avait dit ça, justement, que dans la politique, maintenant, c'était braqué, c'était très tranché. Puis à l'époque, lui, même ses pires ennemis, là, il était capable de leur serrer la main après Bourassa. Puis il y avait un certain respect, puis il était capable de travailler sur certains dossiers ensemble. Il y en a d'autres sur lesquels il n'était pas d'accord, puis c'était un débat, un échange, puis tout ça. Mais que maintenant, on est complètement... On est braqué, là. Il n'y a pas de milieu, là. Ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que c'est un monsieur extrêmement intelligent, Jacques Parizeau. Je l'ai rencontré, moi aussi, une fois ou deux. Il m'avait dit que, plus jeune, il avait été tenté par l'anarchiste. Ah ouais? Jacques Parizeau, anarchiste. Tenté par l'anarchiste. Avec son complet 3 pièces. C'est un monsieur d'une très grande intelligence, Jacques Parizeau. Mais tu sais comment faire avancer des dossiers aussi. Et ce qu'il soulignait, je trouve que c'est important, il faut retrouver ce sens du dialogue. En ce moment, au Québec, tu le sais, il y a un débat sur la laïcité important. Tu sais. C'est rendu d'une toxicité absolument inouïe, tu comprends? C'est fou. On doit pouvoir discuter de ça sans présumer que les personnes qui ne pensent pas comme nous sont racistes, sexistes, xénophobes. Oui, je comprends, mais j'ai l'impression quand même aussi que le débat, c'est quelque chose qui vient avec une confiance en l'autre. Tu sais, quand on parle en philosophie, bon, ça prend une recherche de la vérité, mais j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui disent « Moi, je fais pas confiance à cette personne-là, est en recherche de vérité, je suis pas intéressé à me prendre dans son espèce de toile de sophisme, puis après ça, je sais plus comment m'en sortir. » Puis ça, c'est quelque chose que je peux comprendre aussi. Puis il y a un danger de la pensée critique d'une certaine façon, là, tu vois. Moi, je le vois parce que les idées que j'ai lancées, des fois, ils sont utilisées d'une manière que je trouve étrange. Je t'explique. Il faut quand même une ouverture puis une volonté de rechercher la vérité. Mm-hmm. Philosophie, amour de la sagesse, on recherche la vérité, puis on a une modestie, on ne pense pas qu'on la possède absolument. Mais si, par exemple, la pensée critique ou la dénonciation du sophisme ne sert qu'à refuser d'entendre le point de vue de l'autre en l'accusant, en présumant « j'ai une position, je n'en changerai jamais », et dès le moment où quelqu'un formule un argument comme moi, contre moi, j'essaie de repérer une faute de raisonnement et je refuse de l'entendre. On a dénaturé la pensée critique. Je comprends. Ouais, je comprends ça, mais en même temps, c'est difficile des fois justement, tu te fais lancer quelque chose, c'est des violences des fois. Là, tu te fais envoyer quelque chose, OK, là, on essaie de m'emberlificoter, puis je me sens pas respecté là-dedans, puis où ma place dans... Exact. Il y a du débat toxique, ça existe. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut désintoxiquer. C'est-à-dire, on peut pas faire plus que de demander aux gens d'être honnêtes, d'être modestes, d'entrer sereinement dans un débat, de reconnaître qu'il y a des gens qui vont perdre aussi dans ces débats-là. Je pense qu'il n'y a pas de solution magique, mais je trouve que c'est une espèce de, excuse l'expression, mais d'éthos, d'éthique qu'on devrait avoir sur ces points-là. Là, je souhaiterais, par exemple, l'école devrait enseigner ça, le dialogue, l'écoute, de manière assez intéressante. Tu le sais probablement, mais il y a dans les années 60 de mémoire, là, M. Lippmann, Walter Lippmann qui s'appelait, il a été surpris, c'était un prof de philo aux États-Unis, il était surpris qu'à l'université, les gens y arrivent avec peu de ces dispositions-là, tu comprends? Et il a inventé la philosophie pour enfants. Okay. Ça existe pour vrai, là. Même au Québec, ça se pratique. Ah ouais, okay. Puis partout où on la pratique, moi, j'ai été longtemps plutôt sceptique. Attendons voir. Philosophie avec des enfants de première année, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Écoute... Ça doit être difficile, quand même. Oui, mais ce qu'il a imaginé est profondément brillant, tu comprends? Les enfants sont réunis en ce qu'ils appellent une communauté de recherche. Et là, tu leur feras pas lire Aristote, la métaphysique, là. Mais des livres spécialement écrits pour eux sont des histoires qu'ils peuvent comprendre et on arrive à un enjeu qui doit être discuté. Et là, ils apprennent l'éthique de la discussion. Ils apprennent en classe à écouter autrui de manière respectueuse, à fournir un contre-argument, à s'installer dans une communauté de recherche où on ne prétend pas chacun avoir la vérité, mais on écoute les points de vue d'autrui. Et tu vois, ça installe un certain éthos. Et des dernières recherches, j'ai vu, Guillaume, là-dessus, parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais sceptique un peu, mais il y a maintenant des recherches crédibles en éducation qui montrent, ça vient d'Angleterre, que ça, quand c'est installé dans une école, là, ça fait beaucoup de bienfaits
sur l'atmosphère de l'école, sur la façon dont les gens interagissent, mais même sur les autres disciplines. Les résultats scolaires sont améliorés. Ça, j'imagine. Donc, c'est intéressant. Tu vois, il y a moyen de faire un travail là-dessus. Oui, mais j'ai l'impression qu'en même temps, c'est un cercle vicieux. S'il y a pas si ton interlocuteur n'a pas cette éthique-là de conversation, c'est difficile d'avoir après la sagesse de dire bon, ben moi, je vais être positif là-dedans, je vais être magnanime. D'où l'idée de Lippmann de commencer très tôt. Oui, exactement. Il faudrait que tout le monde ait ces bases-là. Faut que tu l'apprennes très tôt. Puis c'est clair aussi, j'accorde ça, tu sais, l'argument que tu déploies, là, j'accorde ça, moi, qu'il y a des gens qui veulent rien savoir d'une conversation critique. Il y a des gens qui sont bornés, il y a des gens qui sont endoctrinés, il y a des gens qui sont au service d'une cause et qui sont aveugles. Je donnais un exemple, les frères Koch, dont on parlait tantôt, qui financent des groupes de recherche. Mais dans ces groupes de recherche-là, ils connaissent déjà la conclusion à laquelle ils doivent arriver. Tu ne les feras pas changer d'opinion. Il y a une phrase je pense que c'est un humoriste américain, de mémoire, je ne me souviens plus qui disait « C'est difficile de faire changer d'avis à quelqu'un lorsque le versement de son salaire dépend du fait qu'il ne changera pas d'avis. » Hey, c'est une question vraiment technique, mais les frères Koch, est-ce qu'ils financent l'IEDM ou... Il y a sous toute réserve, mais il y a quelques mois, une nouvelle est sortie à cet effet-là. Je me demande qui l'a sorti, je ne me rappelle plus, mais que l'Institut économique de Montréal était en partie financé par les frères Koch. J'avais des doutes, mais... Si je me trompe, je devrais retirer ce que j'ai dit là, mais j'ai un souvenir assez net d'une nouvelle sortant à Montréal, racontant comment il y a une partie du financement de l'Institut économique de Montréal qui venait des frères Koch. On a parlé un peu de liberté d'expression tantôt, mais j'aimerais ça qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet parce que t'as quand même, t'en as beaucoup parlé, si on te suit sur les réseaux sociaux, puis tout ça. T'es très inquiet, spécialement à l'université. Il y a deux aspects là-dedans. Il y a deux questions. D'abord, très inquiet parce qu'il y a des signaux qui me semblent inquiétants. Très inquiet serait peut-être exagéré. Mais je tiens à dire aussi qu'il y a deux discussions différentes à avoir là-dessus. Il y a la question de la liberté d'expression. Ça touche tout le monde dans la société. C'est une valeur pour moi fondamentale. C'est vraiment le sang de la démocratie. Je trouve ça important, puis je ne veux pas céder quoi que ce soit là-dessus. Mais il y a une chose distincte aussi qui s'appelle la liberté académique. Et là, c'est la liberté des chercheurs, des universitaires. On connaît des menaces qui pèsent là-dessus. Tantôt, on a évoqué par exemple, la recherche subventionnée par laquelle des entreprises peuvent s'approprier les résultats de la recherche ou décider sur quel objet on va rechercher, etc. Ça, c'est une menace à la liberté académique. C'est dangereux, il faut faire attention. Mais il y a aussi des groupes militants qui veulent interdire à des gens de parler à l'université sous prétexte que leurs propos ne leur plaisent pas. Tu sais. Fait que ça, c'est deux questions distinctes. Je pense que la liberté d'expression est fondamentale. Je pense que la liberté académique l'est aussi. Puis d'une certaine manière, elle doit être encore plus grande que la liberté d'expression. On doit avoir une très grande tolérance à l'intérieur de l'université. Le but de l'université, c'est la recherche de la vérité. Ça peut impliquer d'entendre des propos avec lesquels on est en désaccord. Ouais. Mais en tout cas, j'ai réfléchi quand même là-dessus. C'est des questions que je me pose parce que j'imagine aussi que ça vient beaucoup avec la jeunesse, là. Tu sais, bon, être animé de espèce de justice, puis... mais il y a aussi le fait que, bon, les gens qui ont été interdits, en fait, Mathieu Bock-Côté, il y a eu Mathieu Bock-Côté, il y a eu Jean Charest aussi, que je pense que... Oui, je pense que oui, Jean Charest. À l'époque, Jean Charest. Il y a eu Réa Jean, puis Annie-Ève Collin, c'est des féministes, des philosophes féministes là, qui ont été interdits de parole à l'UQAM. OK. Ouais. Mais j'ai l'impression, tu sais, exemple, Mathieu Bock-Côté, j'ai l'impression que les gens, aussi, ces jeunes-là, ces étudiants-là, ils ont l'impression qu'on l'entend déjà assez, qu'ils se font beaucoup imposer son opinion dans plusieurs chroniques, puis ils trouvent ça un peu violent, puis ils n'ont pas envie d'avoir ça au sein de leur université. Puis, mais toi, tu penses que c'est une perte, à quelque part, de ne pas savoir dialoguer avec cette personne-là? Bock-Côté, c'est un nationaliste conservateur. On a le droit d'être nationaliste conservateur. Non, mais totalement. C'est une position légitime. On peut ne pas l'aimer, être en désaccord avec lui. Moi, je suis en désaccord avec lui sur un grand nombre de sujets. Mais c'est une voix légitime, on a le droit de l'entendre. Maintenant, c'est ça qui est particulier avec la liberté d'expression et la liberté académique. On ne devrait pas ériger en critère notre propre perception subjective. Tu comprends? Il y a un mot qui est attribué à Voltaire. Je suis en désaccord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Cette phrase-là, elle met très bien en scène les deux aspects de la liberté d'expression. Je suis en désaccord. J'aime pas ce que tu dis. Je trouve ça déplorable.
mais je vais te permettre de le dire. Il faut être capable de faire ce double mouvement-là. Ouais. Et on ne peut pas se fier à notre propre subjectivité pour décider de ça. Il y a des lois, il y a des balises à la liberté d'expression. Il y a des limites quand même à ça. Écoute, ça varie selon les pays. C'est difficile quand même de cerner cette limite-là. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là pensent que cette limite-là a été dépassée. Mathieu Bock-Côté, il tripe sur la théorie du grand remplacement, puis xénophobe, puis ça, c'est les perceptions qu'ils ont. Oui, mais on ne peut pas se fier à ça pour la liberté d'expression en même temps. Tu comprends? C'est pas parce que je suis mal à l'aise, en désaccord, trouve ignoble une position, c'est pas parce que je suis en désaccord avec ce que vous dites, mais les balises existent, varient selon les pays. Il y a des pays comme les États-Unis où ce qu'on peut dire est beaucoup plus grand que ce qu'on peut dire au Canada. Ouais. Et ce qu'on peut dire au Canada, il y a des choses qu'on peut dire chez nous qu'en France seraient interdites. Donc, les balises juridiques varient selon les pays. Mais une chose est certaine, c'est que ce n'est pas le sentiment subjectif qui doit remplacer la règle de loi. On ne peut pas se fonder là-dessus. Et tu prenais l'exemple de Bock-Côté. On dit, on l'entend déjà beaucoup, il est déjà très, très présent. Donc, à cause de ça, je ne veux pas qu'il parle à l'université. Remarque que si ça, c'est valide, si on admet ça, Chomsky, on l'entend beaucoup. Il est présent partout. C'est l'intellectuel le plus cité au monde. Moi, je suis vraiment pas pour... On empêche Chomsky d'être présent. Je suis pas pour ça. C'est juste que j'essaie de comprendre le pourquoi. J'ai l'impression que, justement, là, on parlait beaucoup de débats, de clivages. Puis on dirait j'ai l'impression que c'est pas juste les étudiants, des gens en général, ont perdu confiance en ça. Le débat, c'est rendu une espèce de... Le débat est rendu un spectacle, est rendu une espèce de concours de sophisme, là, quelque part, où on recherche pas nécessairement la vérité, on veut gagner le débat. On dirait que ces jeunes-là disent comme, on n'en veut pas de ça. On y fait pas confiance, il est pas honnête, il veut pas la vérité. Je pense que tu as raison, mais en même temps, Bock-Côté, qui je suis en désaccord, il peut discuter. Et ce que je pense aussi, je disais tantôt, je suis en désaccord avec ce que vous disiez, ce double mouvement-là qui incite à ne pas ériger mes répugnances personnelles en critères décidant qui peut parler, très, très grave. Même chose à l'université. Encore une fois, si Bock-Côté, on l'interdit de parole à l'université parce qu'il a déjà la parole ailleurs, beaucoup, au nom du même raisonnement, on interdit à Chomsky de parler à l'université. Les étudiants en administration de telle université vont boycotter la conférence de Chomsky et interdire ce qu'il parle. Mais il y a aussi un aspect pour la liberté académique de recherche de la vérité. L'université est vouée à la recherche de la vérité. Ça, c'est sa norme transcendante, c'est ce qui dépasse tout le reste. Alors, si jamais une personne avance des choses qui nous semblent indéfendable, on doit aller contester ces choses-là, on doit réfuter les arguments. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui croit que la Terre est plate, on doit lui donner une chaire de recherche à l'université. C'est pas ça. Mais si quelqu'un veut défendre des opinions controversées, il se pourrait que ces opinions-là soient vraies. Ça s'est vu dans l'histoire des sciences, l'histoire du savoir. Donc, et ça demande aussi, je pense, d'abord un éventail de savoir. Je pense que si on confond un fasciste avec Bock-Côté, non, je comprends. On manque de culture. Totalement. Et je crois aussi, sur des enjeux très complexes, comme ceux qui abordent la sociologie ou la politique ou la philosophie, c'est important d'avoir un large éventail de connaissances. Tu dois bien connaître le conservatisme politique. Qu'est-ce que c'est? Il faut que tu entendes ces idées-là. Il faut que tu les entendes. Même celles qui dérangent. Je ne suis pas sûr qu'on les entend beaucoup dans certains cas. Et donc, on devrait avoir un large éventail de connaissances dans toutes sortes d'affaires et être disposé à discuter, à échanger, à réfuter. Quelqu'un avance des choses avec lesquelles tu es en désaccord, réfute ce qu'il dit. Ou va pas à sa conférence si ça te plaît pas. Ou organise une contre-conférence à côté, tu comprends? Oui, c'est une manière de dialoguer. Mais je parlais de perte de confiance dans l'espèce de débat public. Moi, j'avais assisté à un moment donné à l'université un débat entre deux personnes, puis j'avais été un peu marqué et traumatisé à quel point il n'y avait pas de recherche de vérité. En fait, je sentais, dans la foule, il y avait deux camps. Puis on criait à un, puis les autres criaient à l'autre. Et finalement, on ressort de là avec absolument rien. Il y a eu beaucoup de sophismes qui se sont dit, beaucoup de trucs que finalement, on en ressort avec rien. Et peut-être qu'on a perdu confiance. Parce que nous, en ce moment, on dialogue, on discute, on échange. Mais si c'était vendu comme c'est un débat, puis là, il y a une foule, puis tout ça, je pense qu'on agirait différemment. On communiquerait différemment. J'espère que non. J'espère que non, mais j'espère qu'on serait capable de... Puis il y a peut-être, tu vois, j'ai jamais vu ça comme ça, c'est toi qui me le suggères, mais il y a peut-être une forme aussi de débat-spectacle. Tu comprends? Par exemple, à la télévision, on va
trouver intéressant d'inviter des gens qui font monter les codes d'écoute parce qu'ils sont polémiques ou parce qu'ils font débat. Et ça, c'est sûrement une influence de ça. Mais je pense que l'université devrait être à l'abri de ça. L'université devrait être un lieu où, au nom de la recherche de la liberté, de la vérité, on défend la liberté académique et on veut des débats sereins, on veut des débats... Je trouve ça important. Tu comprends? Non, je comprends. Puis j'ai l'impression que ce genre de censure-là, là, entre guillemets, ça sert des deux côtés. En fait, des deux côtés s'en servent. Il y en a qui jouent à la victime. Bon, on est censuré, je peux plus rien dire. Puis de l'autre côté, bon, ben, je veux dire, on m'envoie des discours xénophobes, racistes, puis tout ça, puis c'est inacceptable. J'ai l'impression que des deux côtés, il y a une espèce de... Encore une fois, désintoxiquons les débats, revenons à des normes de conversation démocratique qui manifestent plus la modestie, la recherche de la vérité, l'absence de violence. Je crois que c'est crucial pour notre société. Oui, j'ai l'impression avec tous ces événements-là qui sont arrivés, je te suis sur les réseaux sociaux, puis ça, j'ai eu l'impression que tu as perdu... Tu étais dans un article là-dessus récemment, sur à quel point tu te sentais moins proche de la gauche, de moins en moins, en fait. Écoute, la gauche se transforme. Moi, c'est large, là. La gauche se transforme, effectivement, en ce moment, là, tu comprends? Et... il y a des transformations de la gauche avec lesquelles j'ai du mal, tu vois. Par exemple, pour moi, la liberté académique, la liberté d'expression sont des valeurs avec lesquelles je négocie pas. Et donc, quand je vois une partie de la gauche s'en prendre à la liberté d'expression ou à la liberté académique, je me désole, tu sais, parce que ça, c'est pour moi des valeurs de gauche fondamentales, tu comprends? Même chose avec la laïcité. Tu vois, la laïcité, c'est un combat de gauche. C'est un combat que la gauche a mené depuis le siècle des Lumières. La critique des religions est une chose qui a été menée par la gauche depuis le siècle des Lumières. Moi, je suis un farouche défenseur de la laïcité. Puis je veux dire, Guillaume, si on devait la défendre en un seul lieu, ça serait à l'école. C'est le lieu central de la laïcité parce que la liberté de conscience des enfants suppose qu'ils aient accès au monde du savoir et qu'ils puissent peu à peu se constituer une personnalité à l'abri des autres influences qu'ils ont sur eux. Et donc, tu vois, avec la question de la laïcité, on voit là des transformations de la gauche qui me semblent troublantes. Laisse-moi te donner des exemples. Je suis assez connaisseur, moi, de la loi sur la laïcité en France, la loi de 1905, là, tu vois. Je rappelle, c'est des gens de gauche, proches des anarchistes, qui ont défendu ça, hein, comme Buisson et d'autres. Là. Mais l'argument de la droite contre la laïcité républicaine qui était avancée beaucoup par la gauche, c'était la défense de la liberté individuelle. Je dois pouvoir porter ce que je veux, vous n'avez pas à intervenir, etc. Aujourd'hui, c'est la gauche qui reprend cet argument-là. Allons pas intervenir, les gens peuvent porter ce qu'ils veulent, etc. Je trouve ça troublant de voir ce renversement de position. Oui, je comprends, mais c'est peut-être moi, là, j'ai une incompréhension, là, corrige-moi si je me trompe, mais la laïcité, c'est dans les décisions rendues et pas nécessairement dans le contenant, dans ce qu'on projette. T'sais, on peut être, mettons, une femme voilée puis avoir des décisions laïques, et on peut ne pas avoir aucun signe religieux et avoir des décisions reliées à la religion. Mais tu vois, les deux choses. Première chose, la laïcité, ça ne concerne pas l'espace privé. Non, moi, je comprends. Moi, oui. Ça ne concerne pas l'espace public non plus. Ça ne concerne pas la rue. Ça concerne pas ça du tout. Tu fais tout ce que tu veux là-dedans. Ça concerne une seule chose, c'est l'espace civique, l'espace juridique, civique, politique. Donc, l'État. Tu vois? Maintenant, on pourrait débattre de ça, mais il y a des jugements qui ont été rendus, plusieurs jugements qui ont été rendus, à l'effet que la laïcité de l'État s'incarne dans les gens qui représentent l'État. Et donc, les gens qui représentent l'État manifestent eux-mêmes cette neutralité-là. Elle n'est pas seulement formelle, elle est aussi apparente à travers les gens qui l'incarnent. Je pense que... Question d'image, ça, par exemple. C'est esthétique, à la limite. C'est esthétique, c'est formel. Tu comprends? Tu sais, même chose à l'école, tu sais que quand tu rentres dans l'espace civique, citoyen, tu rentres dans un univers où il y a un certain nombre de normes précises qui sont articulées et qui sont distinctes des normes qui se vivent ailleurs. Je trouve ça extrêmement important. C'est ce qui justifie aussi que moi, comme prof, je ne pouvais pas porter un T-shirt disant mort à l'État, ou tu comprends? Il y a des positions politiques. Et donc, ça m'apparaît un combat de gauche, un combat progressiste, un combat important, un combat en faveur de la liberté de conscience des enfants, qui m'apparaît fondamental, puis un combat aussi pour la liberté des personnes que la religion opprime. Non, je comprends.
Je comprends, mais j'ai quand même un malaise par rapport... Bon, tu sais, on a parlé de la CAQ tout à l'heure, puis tu sais, c'est difficile de... Tu sais, bon, tu disais que tu n'as pas beaucoup d'affinité avec la CAQ, mais justement, j'ai de la misère à leur faire confiance. On parlait de confiance dans un débat, là, j'ai de la misère à leur faire confiance sur ce débat-là, que c'est vraiment pour la laïcité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de populiste, d'aller chercher des votes, de plaire à l'électorat. J'ai vraiment de la misère à embarquer là-dedans, puis... Mais en même temps, c'est extérieur, je comprends le débat, mais... On est en train de faire un procès d'intention. Oui, je comprends. Moi, j'aurais aimé mieux que ce soit un autre parti que la CAQ qui porte le projet de la laïcité. Mais là, c'est eux autres qui apportent, puis ils apportent de manière raisonnable et sensible. Tu comprends? Guy Rocher s'est présenté récemment, puis il a très bien expliqué, tu sais, d'abord que cette laïcité-là que la CAQ porte en ce moment, là, c'est un produit historique du Québec, tu comprends? C'est le résultat d'une histoire du Québec depuis très, très, très longtemps. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier non plus, je pense, c'est que la majorité des Québécois, et une majorité encore plus grande de francophones québécois, souhaitent cette laïcité-là. La veulent, tu comprends? On ne l'invente pas, ça. Et on ne peut pas dire que... Tu sais, par exemple, quand tu vois, quand je parlais de renversement étonnant, à gauche, quand tu vois un parti dont je me sens très proche, comme Québec solidaire, tu comprends, qui veut porter le peuple au pouvoir, porter les aspirations du peuple, mais là, il se retourne complètement de ce que le peuple souhaite, tu comprends? Et tu as parfois l'impression que devant ça, la solution, c'est de dire les gens sont stupides, les gens sont manipulés, les gens sont bêtes, il faut faire leur éducation. Je pense que c'est pas le cas. Tu sais, on a discuté de la laïcité puis de ces questions-là depuis 15 ans au Québec. Les gens savent ce qu'ils veulent, ils savent pourquoi ils le veulent. Ils le veulent pour des raisons que je juge extrêmement bonnes. Et ils le veulent, entre autres, parce qu'ils se souviennent de ce que ça peut avoir d'oppressif, la religion. Oui, je comprends, mais il y a comme... il y a quelque chose dans le timing. Tu sais, pourquoi en ce moment? Puis, tu sais, on parle beaucoup là, de l'islam. Là, ça revient Guillaume, souvent, c'est vraiment difficile. Pourquoi en ce moment? En ce moment, là, c'est parce que ça fait 15 ans que ce débat-là dure. Ils n'ont pas inventé, la CAQ, là, le débat sur la laïcité. Non, je sais bien. Tu sais, moi, j'arrive pas dans ce débat-là, moi, sans m'être préparé, tu comprends? Moi, je pressentais venir ces questions-là en 2009. Ça fait 10 ans. Et je pressentais tellement ces questions-là venir que j'ai organisé un colloque là-dessus. Un colloque complet. Et j'ai fait venir les partisans de toutes les positions. Weinstock, mais aussi les gens qui sont partisans de la laïcité républicaine. Guy Rocher a participé à mon colloque. J'ai fait venir des gens de toutes les positions. J'en ai fait un livre, je l'ai publié en 2010, je pense. Le Québec en quête de laïcité. Ça fait très longtemps que ces questions-là sont présentes. Ça fait très longtemps qu'elles sont débattues. C'est pas un hasard si la CAQ arrive avec cette loi-là. C'est pas quelque chose qu'ils inventent. C'est quelque chose qui est présent dans le débat public depuis très longtemps. Moi, c'est quelque chose que j'ai étudié d'assez proche pour organiser un colloque et publier un livre là-dessus. Ma position, c'est celle de la laïcité républicaine. Si tu veux, le fond de ma pensée, je trouve qu'ils vont passer loin. Ah ouais, OK, carrément. Ah ben, tu peux pas avoir une loi... Moi aussi, là, je suis déçu de certains aspects de la CAQ. Par exemple, tu ne peux pas avoir une loi sur la laïcité par un État qui continue à financer des écoles religieuses privées. Oui, mais c'est ça, c'est fou. Là, ça, c'est inadmissible. Tu ne peux pas avoir non plus une loi sur la laïcité qui, comme il se doit, interdit aux enseignants de port de signes religieux dans l'école publique, mais pas dans l'école privée. Ça va pas du tout, ça. La laïcité elle est inachevée. Mais tu vois, il vient un moment où dans la vie publique, dans la vie politique, il faut accepter des compromis, il faut accepter que la loi sur la laïcité que la CAQ présente est insatisfaisante pour moi parce qu'elle va pas assez loin. Qu'est-ce que tu penses ça a sorti il n'y a pas si longtemps, là, la position de l'ONU qui s'est prononcée contre... C'est pas l'ONU, hein, c'est un comité de l'ONU avec des positions discutables. Il va y avoir, c'est certain, et puis moi je ne suis pas un juriste, là, mais non, je comprends. Il va y avoir des débats juridiques, c'est jusqu'où ça va aller. Je te rappelle qu'on a un précédent au Québec, c'est la loi 101. Lorsque la loi 101 a été passée, il y a des gens qui l'ont contestée juridiquement, il y a eu des remarques de l'ONU, il y a eu, etc. Mais la loi a résisté à toutes ces attaques-là. En ce moment, sans être juriste, moi, je sais qu'il y a un grand nombre de juristes qui se sont prononcés en faveur de la loi sur la laïcité. Je sais que Julie Latour, l'ancienne bâtonnière du Québec, a expliqué pourquoi cette loi-là va passer les tests des tribunaux. Donc, on verra dans... Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples où on a l'impression que la religion dirigeait l'espace de... Bien, au Québec, il n'y a pas si longtemps, on a eu des exemples de ça. Tu comprends? Je pense qu'il
Mais dans le privé, mais comme... Non, mais au Québec, là, écoute, t'es trop jeune pour savoir ça, puis moi, je l'ai pas vécu non plus, là, mais parlons à nos grands-parents, là, ils vont te rappeler, tu comprends que... Je parlais d'exemples plus récents, en fait. Mais il y en a pas peu d'exemples plus récents, pour la bonne raison que les Québécois, à compter des années 60, ont pris leur distance par rapport à la religion, puis la religion a cessé d'occuper la place qu'elle occupait dans l'espace privé, dans l'espace public, puis dans l'espace civique, tu comprends? Il y a peu de familles, probablement, au Québec, où il n'y a pas eu une histoire d'horreur en relation, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne donnerai pas des détails, mais où telle femme a été obligée d'avoir son 14e enfant, même si elle était vieille, puis pas en très bonne santé, puis tel petit garçon a été endoctriné pour faire en sorte qu'il devienne prêtre, puis tel autre ne pouvait pas faire d'études, mais s'il acceptait de devenir curé, il pouvait aller au collège classé. On a vécu ça au Québec, on connaît ça. Et quand Guy Rocher dit que cette histoire-là de déconfessionnalisation progressive, là, il est temps de mettre un terme puis de l'achever, mais c'est ça que la laïcité. Oui, mais justement, est-ce que la révolution a été tranquille? Là? Ça a pris du temps, ça s'est fait de manière plus organique, puis ça, c'est peut-être pas un peu trop raide là, de tout d'un coup faire comme OK, on règle ça là. Écoute, Guillaume, parce que j'ai l'impression que... Ça fait 15 ans que ça dure, ce débat-là. Oui, je comprends. Ça fait 15 ans. Je pense que encore une fois, moi, je pense, au contraire de toi, probablement, là, que si tu regardes le débat sur l'achèvement, appelons ça comme ça, historique de la laïcité au Québec, là, il se sera fait de manière plutôt paisible. En 15 ans, doucement, très, très, avec beaucoup de discussions puis beaucoup de débats. Oui. Mais en même temps, c'est un débat qui est extrêmement tendu. T'as pas un malaise avec ça quand on écrit, t'en as écrit des chroniques là-dessus, tu t'envoies des chroniques, on les partage, on les regarde. Après ça, tu vas lire les commentaires des gens et tu fais oh mon Dieu, on parle pas de laïcité en ce moment. Il y a quelque chose d'extrêmement malaisant dans les réactions aux gens par rapport à ça. Puis là, on parle de gens, je veux dire, c'est Internet aussi. Là, on veut pas généraliser la population à tout le monde, mais... C'est ce qu'on disait tantôt. C'est inquiétant quand même. C'est comme, oh mon Dieu, OK. C'est une chose qui se produit sur bien d'autres sujets qui sont discutés pour les mêmes raisons qu'on évoquait tantôt. Chambre d'écho, conformiste, etc. Les discussions sont polarisées, mais si tu remarques, moi, je les vois au Devoir, par exemple. Tu regardes les discussions sous les textes portant sur la laïcité au Devoir. Mais ce que tu peux remarquer aussi, c'est presque toujours les mêmes personnes qui reviennent. On peut s'illusionner en pensant que c'est la majorité des gens qui pensent comme ça, ou qui sont agressifs comme ça, ou qui sont bornés comme ça, comme ça. Mais quand tu regardes de près, il n'y a pas tant de gens que ça qui interviennent là-dessus. Tu comprends? Là, il y a un débat. C'est sain aussi qu'il y ait un débat dans la société, qu'il y ait un débat sur ces questions-là. Je pense que c'est sain qu'on mette un terme à cette histoire-là aussi. Je comprends. Et on va terminer avec quelque chose de plus... je sais pas que je suis pas d'accord avec ce que tu dis. En fait, je trouve que ça éclaircit beaucoup de questions que j'avais par rapport à ça. Mais terminons avec quelque chose de plus consensuel, l'humour. T'as écrit un livre entre le rapport avec la philosophie et l'humour. Oui. Un livre que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. Moi, je suis intéressé par l'humour, évidemment, là, et la philosophie. Ouais. On a ça en commun, là. Ouais. Puis, en fait, c'est un recueil. C'était plusieurs textes. Tu avais piloté ça, en fait. C'est ça, j'avais piloté. Tu avais écrit un texte sur les mathématiques et l'humour, ce qui est assez particulier. C'est particulier, oui, c'est ça. Mais c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, tu sais. Puis, comme tu sais, parce que tu lis de la philo, toi aussi, il y a aussi des écrits philosophiques sur l'humour. Tu sais, des théories. Les philosophes ont des théories sur l'humour, crois-le ou non. Ouais. J'en rappelle quelques-unes, si tu veux. Par exemple, Thomas Hobbes, un philosophe politique, surtout en anglais, tu comprends, appelait ça en anglais « sudden glory ». Tu sais, il disait que l'humour naît du fait que tu ressens un sentiment de supériorité devant quelqu'un. Tu sais, tu comprends? Oui, mais malheureusement, oui. Puis, je pense que ça marche, ça explique une partie de l'humour. Tu sais, une partie de l'humour. On se sent supérieur à quelqu'un qui démontre sa stupidité, qu'on reconnaît comme... Donc, sudden glory, c'est une théorie de l'humour. Il y a aussi... moi, j'ai beaucoup aimé Kant. Tu sais, ça a l'air bizarre. Il est assez austère, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'humour. Écoute, Kant, c'est peut-être le plus austère des philosophes de l'histoire de la pensée occidentale. Mais crois-le ou non, il y a une théorie de l'humour chez Kant qui est vraiment pas idiote non plus. Son idée, c'est que l'humour, c'est une espèce... Et là, on a une explication plus rationaliste de l'humour. L'humour, c'est la réaction qu'on a devant une incongruité, quelque chose de bizarre, que finalement on découvre comme résolu. Oui. C'est une solution temporaire. Oui, à quelque chose qui nous est apparu comme étrange ou bizarre. Là, on sourit. L'esprit sourit d'une certaine manière. C'est ce que Kant... Bon. Mais moi, j'ai été fasciné par des rapprochements que j'ai faits entre l'humour et les mathématiques. Tu as lu ce chapitre-là. Alors, en 2 secondes, je vais essayer de faire ça. Vas-y, on est là pour ça. Les mathématiques, en gros, là,
c'est un système d'axiomes, de règles que tu te donnes et tu déduis des conséquences de ces règles d'axiomes-là. Maintenant, ça peut être amusant de se donner des règles puis de donner une autre façon de les respecter ou de les réaliser. Un exemple très simple, si tu permets, l'axiomatique de Peano, c'est un mathématicien, pas très important, là, mais c'est l'axiomatique pour comprendre les entiers naturels. Tu comprends? 0 est un nombre, le successeur d'un nombre est un nombre, etc., puis axiome d'induction. Là, tu dis ça, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Mais interprétons 0 comme signifiant 100. Le successeur comme signifiant nombre pair. Là, la séquence devient 100, 102, 104, 106. C'est une autre manière de respecter ça. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est un jeu de mots? Mais c'est exactement ça. Un jeu de mots, c'est que tu te rends compte que, ah oui, OK, on pourrait l'appliquer comme ça. Tu as probablement un jeu de mots en tête qui pourrait l'illustrer, là, mais OK, un jeu de mots, c'est l'action. Tu peux le réaliser de même. Ah oui, mais tu pourrais le réaliser comme ça aussi. Et donc, il y a une espèce de plaisir. Pour moi, c'est important. Il y a un plaisir intellectuel dans l'humour. Ouais, ben, en fait, l'humour, souvent, c'est de la surprise, mais de la surprise logique. T'sais. Oui, exactement. On est surpris, mais en même temps, on voit la logique derrière ça, puis on l'avait pas vu comme ça. C'est un angle, en fait, c'est un point de vue sur le monde. T'sais. Incongruité résolue, satisfaction de l'esprit. Ah oui, OK. Puis on ressent ça quand on fait de l'humour. Ouais. Puis je trouve aussi, mais là, c'est ton métier, puis c'est ce que j'apprécie dans ton travail. L'humour sert aussi comment donc... Bergson a écrit un livre sur l'humour qui s'appelle Le Rire. Puis dans ce livre-là, il montre sur tout ça, il insiste beaucoup là-dessus. L'humour, c'est une manière de montrer, de dénoncer gentiment des travers sociaux. Dans la joie. Oui, mais ça devient une espèce de commentaire social. Tu comprends? Tu fais ça dans ton travail. Tu dénonces de manière humoristique des défauts de notre société. Et là, les gens reconnaissent ça et se mettent à y réfléchir. Donc, il y a un travail philosophique en guillemets par les humoristes. Mais il y a quelque chose, par exemple, de l'ordre du sophisme, parce que c'est souvent une blague, c'est un sophisme, c'est un raccourci, c'est une exagération. Puis c'est créer un faux consensus le temps d'une blague. Oui, mais les gens partent de là aussi en ayant réfléchi à ça. L'exemple, c'est banal ce que je veux dire. Moi, je suis un grand fan d'Yvon Deschamps. On a commencé notre conversation en parlant de mon retour au Québec, tu comprends? Tu te rappelles, quand j'avais 13 ans, je reviens ici, je vois de la neige, etc., puis choc culturel, sérieux choc culturel. Tu sais, moi, je connaissais un peu le Wolof, je parlais français avec un accent français, tu comprends? Des fois avec un accent africain français. J'avais un de ceux qui m'a amené à connaître et à aimer le Québec, c'est Yvon Deschamps, que j'ai écouté comme un fanatique. Tu vois, moi, je connaissais par cœur. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Mais tu vois, on a chez lui un rôle de critique sociale, Yvon Deschamps. Tu sais, j'ai participé à un moment donné, moi qui suis pas très... J'aime pas beaucoup aller à la télé, dans les médias, tout ça, mais on m'a demandé de participer à une émission sur Yvon Deschamps. Tu sais, je pouvais pas dire non, j'ai été. Tu sais, puis je disais, Deschamps, c'est une formule que j'avais employée, c'était un baromètre, tu sais, puis une boussole en même temps. Tu comprends? Baromètre, il prend le pouls de la société, il faisait merveilleusement, puis une boussole, il nous indique où aller. Tu comprends? Alors, c'était très fort, ce travail-là, de critique sociale que Deschamps faisait. Yvon Deschamps, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, puis qui utilisait toute la force de l'humour, justement, parce que il amenait des idées qu'on s'entend que probablement 80% des gens n'étaient pas nécessairement d'accord dans la salle, mais avec la force de l'humour, avec son charisme, avec son habileté à écrire des blagues, puis tout ça, là, tout le monde était de son bord. Bon, il y a eu des controverses aussi. Il y a des gens qui étaient des fois moins d'accord, puis il y a eu des problèmes. Mais c'est ça la force de l'humour. Il a fait un travail très, très fort. En France, Coluche, que j'aime beaucoup aussi, a fait un travail un peu semblable avec ça. Puis évidemment, après ça, on revient à notre question sur la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a des limites à l'humour? Est-ce qu'il y a des limites à ne pas dépasser? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on devrait parler? Ça, c'est une autre question. Moi, j'ai lu beaucoup là-dessus, puis j'en parle souvent au podcast, mais les clowns d'époque, de tribus autochtones, aussi les bouffons du Moyen-Âge, puis ça, je me rappelle plus c'est dans quelle région, mais il y a des bouffons qui faisaient un cercle autour d'eux autres, une espèce de cercle avec une craie. Puis si tu rentrais dans ce cercle-là, t'acceptais qu'il n'y avait plus de limites. Tout était permis au nom de l'humour, évidemment. Il fallait que ça soit drôle, puis que c'est pour desservir l'humour, mais j'ai l'impression que ça aussi dans l'humour. Si t'embarques dans le cercle, il va falloir que t'acceptes, tu joues le jeu. Sinon, reste en dehors du cercle, parce que ça peut être très choquant si tu regardes à l'extérieur du cercle. C'est comme, mais pourquoi tout le monde accepte ça? Ce qui n'empêche pas qu'il y a des humoristes qui ont des problèmes, comme Dieudonné en France. Les balises s'en va être dépassées. Moi, je suis un gros fan de Dieudonné, mais je trouve ça un petit peu déplorable des fois la manière qui s'est servi de cet outil-là qui est très puissant. Et c'est là que tu vois aussi, moi, c'est en écoutant Dieudonné que j'ai réalisé que l'humour, ça n'a pas toujours raison. Les gens peuvent rire d'une blague, les gens peuvent être d'accord sur un sujet, mais ça peut être d'une manière horrible, finalement. Ça peut avoir un consensus sur quelque chose qui ne devrait pas, quelque part.
2 auteurs américains ont même écrit un livre où ils passent en revue les concepts de la philosophie avec des blagues. Ouais. Alors, à chaque fois, il présente un concept, il raconte une blague qui illustre le concept, ce qui est assez rigolo. Ouais. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'humour en philosophie, justement. On dirait que les philosophes, on traite de l'humour de manière intellectuelle, mais l'incarner, il y en a peu. Moi, j'aime beaucoup Diogène pour ça. Diogène, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. C'est des bonnes blagues. Passe-toi de mon soleil. Ouais, ben c'est ça, c'est des bonnes jokes. Tu sais, que c'est dans la structure, là, des fois, c'est très brillant, puis c'est bien. Puis en fait, il sert aussi de la force de l'humour pour déconstruire des concepts avec un liner là, qu'on appelle en humour. Ouais. On dirait qu'il n'y a pas eu ça depuis... Comme je te dis, Bergson, son livre sur l'humour doit dater des années 20, là, donc c'est très ancien, 1920. Là. Des philosophes qui ont... Il y a ces deux-là, les Klein, et j'oublie le nom de l'autre, Cathcart, Klein et Cathcart, les 2 philosophes qui ont écrit un livre présentant la philo par des blagues. Tu sais, le livre, tu l'ouvres, il y a un chapitre la logique, un chapitre l'éthique, un chapitre la politique. Ouais. Mais je trouve à travers des blagues. Ouais, mais c'est ça, mais il y a une force là-dedans. Je trouve que l'humour, ça peut servir à... Parce qu'il y a un esprit de sérieux dans la philosophie quand même. Puis, tu sais, Diogène, c'était sa spécialité aussi, là, quand on crée des concepts puis des idées pour qu'on se trouve bien intelligent là-dedans, lui arrive, puis il déconstruit ça d'une ligne, puis il s'en va. Puis, c'est l'ancêtre des one-liners. Ben oui, je trouve que Diogène, c'est le premier humoriste très aride, par exemple, de l'humour très rough. Mais c'est suspect, les gens qui rient pas. Ben, il y a une arme là-dedans. Je pense que, tu sais, j'imagine que les philosophes à cette époque-là, ils l'aimaient pas Diogène parce qu'il y a une force dans l'humour. Puis il y a peut-être aussi ça dans la distance entre l'humour et la philosophie, c'est que à lui, il peut venir détruire mon concept en une ligne. Puis on perd le contrôle sur la raison. C'est ce qui intrigue, inquiète certains philosophes. Platon, par exemple. Hey, merci, Normand Baillargeon. C'est déjà terminé. On a parlé en masse. Ça m'a fait grand plaisir d'être là. C'était vraiment intéressant. Puis j'étais content d'échanger sur des trucs. Depuis longtemps, je suis un admirateur de ton travail. Ah, t'es bien gentil. C'est réciproque au bout. Tu fais une job importante. Merci, t'es gentil, Normand. À la prochaine. Bye bye.